Bonjour, précieux hommes de valeur. Bonjour, précieuses femmes de valeur. Encore une fois de plus, bienvenue sur le talk show de Leadership Excellence par femmes et pour femmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour, oui, célébrer la Journée internationale de la femme. Une journée, en fait, qui, au fur et à mesure des années, devient un peu controversiale. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, j'ai un ami virtuel qui m'a interpellée avec d'autres femmes leaders concernant la célébration du 8 mars, particulièrement en Afrique, où les femmes ont beaucoup tendance à confectionner des pagnes, à mettre des pagnes, à célébrer dans la joie et tout, et cela s'arrête à ça. Il n'y a pas d'autres actions de réflexion, il n'y a pas d'autres propositions concrètes de changement des situations des femmes et en Afrique et dans la diaspora africaine à l'extérieur. Et c'est ce qui m'a amené à avoir le talk show d'aujourd'hui, spécialement pour les femmes de la diaspora. Non que nous négligeons les femmes africaines qui sont dans nos pays d'origine, non. Mais j'ai voulu vraiment qu'on se focalise sur la diaspora femme africaine parce que nous sommes, je dirais, un pont entre nos pays d'origine et nos pays d'accueil. Un pont où nous pouvons et nous avons l'opportunité de devenir tout ce que nous voulons, d'être un exemple et pour la génération qui est en Afrique, qui pense à venir à l'extérieur, donc que nous soyons des exemples pour eux, mais dans nos pays d'accueil, que nous soyons aussi des agents de change, des agents de changement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ce talk show, nous allons uniquement nous focaliser sur la diaspora femme africaine, les clés de leadership en tant qu'immigrés. Donc, sans pour autant tarder, aujourd'hui, nous aurons le talk show en deux parties. La première partie, nous allons parler de la démystification parce que, et j'espère que vous êtes vraiment prêts aujourd'hui parce que le talk show d'aujourd'hui sera vraiment cru. Cru dans le sens où certains auront leurs petits sentiments titillés, mais je pense que c'est nécessaire. Et donc, nous allons démystifier les chaînes. Et quand je dis chaîne, je mets cela entre guillemets. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des chaînes que nous-mêmes, les femmes africaines, nous mettons au cou et aux pieds. Et nous, les femmes, nous le savons, Dieu nous a bâtis avec une capacité énorme de contrecarrer les challenges de la vie, de nous renouveler et d'aller encore de l'avant. Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse. C'est pour cela que je dis démystifier les chaînes entravant le leadership des femmes africaines de la diaspora. Dans la deuxième partie, nous parlons des clés pour accéder au leadership en tant qu'immigrante de la diaspora africaine. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler des faces cachées du succès, le prix à payer. Je ferai ensuite une petite présentation où je ferai un résumé succinct sur les clés pour accéder au leadership en tant qu'immigrante de la diaspora africaine. Et enfin, nous aurons les conseils et mots de fin de la part de nos invités. Ce matin, nous avons des femmes leaders, des femmes qui sont en train de faire des changements énormes dans leur pays d'accueil. Des femmes qui, quand on les regarde, on se dirait que, waouh, des pays où elles vivent, c'est comme si, en fait, elles sont en désavantage compétitif. Désolée, je suis financière, donc il y a des moments où je vais parler certains termes financiers. Mais ce que cela veut dire, comparé aux femmes des pays d'accueil où elles sont, ça peut paraître comme si elles viennent avec beaucoup de désavantages, mais elles ont pu se démarquer. Et c'est de cela que vraiment je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, pour montrer que si elles ont pu le faire, alors toi aussi qui nous écoutes. Et je dis aussi les femmes, mais je m'adresse aussi à nos chers frères, à nos chers maris, à nos chers tontons, parce que je le répète, hein, nous parlons de leadership féminin, mais nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas être les femmes que Dieu nous a créées pour être sans nos chers hommes.
Je sais que certaines sœurs ne vont pas trop accepter cela, mais cela est ma conception. Donc, oui, effectivement, nous parlons de la diaspora femme africaine, mais nous n'oublions pas aussi les hommes africains. Donc, sans pour autant tarder, nous allons démarrer avec la discussion de ce matin à travers la première partie qui est la démystification des chaînes entravant le leadership des femmes africaines. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau Madame Sako. Nous avons aussi Dr Cissé Ramata Sissoko et nous avons Madame Aminata Bana Cissé. Et mon nom, c'est Merci Djenebou-Boiré. Habituellement, je suis présentatrice, mais aujourd'hui, je ferai les deux aussi. Je fais partie aussi des panélistes. Donc, nous allons commencer les questions avec Madame Sako. Bonjour, Madame Sako, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Et au passage, vous êtes toutes très belles. Merci beaucoup, madame, merci. Donc, Madame Sako, je n'arrive pas à devenir un leader à cause du mariage et de mes enfants. C'est la phrase habituelle que nous entendons très souvent. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Oui. Eh bien, mon opinion déjà en tant que femme africaine qui a été confrontée à ça, femme africaine qui se marie, parce que je me suis n'est certainement pas impossible. Donc ça, c'est des chaînes, comme vous l'avez dit tantôt, plutôt mentales, hein, mentales. Voilà, on passe peut-être avec un petit désavantage par rapport à d'autres qui sont encore chez papa et maman, d'autres qui sont... Nous avons légèrement perdu Madame Sako, mais je suis sûre qu'elle va revenir. Ça, c'est les aléas de la technologie. Tu es mutée. Voilà, on a été coupé à un moment donné, mes excuses, la connexion est un peu instable aujourd'hui. Donc, comme je disais avant, ça peut être un frein, certes, mais ce n'est pas du tout quelque chose, un poids qui va nous retenir indéfiniment en arrière. En tant que femme, moi-même qui ai été mariée très jeune et encore par choix, parce que je le voulais et tout, parce que selon moi, j'avais trouvé la bonne personne, bon, ça allait être un petit peu quelque chose qui allait me désavantager peut-être par rapport à mes camarades qui étaient encore chez leurs parents, qui prenaient soin d'eux, qui n'avaient pas ce poids du mariage sur le dos, puis celui des enfants qui va venir se rajouter à cela, sachant tout ce qu'on attend déjà de nous en tant que femmes mariées, femmes africaines, mamans. Donc, on attend deux fois de nous qu'on mette cela au devant en nous oubliant nous-mêmes, en oubliant notre avancée, soit professionnelle, soit une carrière qu'on veut se bâtir. Ah non, attention, si tu prends tel métier, ça va te déranger en tant que femme. Que va dire ton mari? Ah, attention à toi, tu as déjà 2 enfants, tu as déjà 3 enfants. Si tu prends tel boulot, qui va s'occuper de tes enfants? Donc, on entend tout ça et certaines sœurs, à cause de cela, à cause du regard des autres, vont se freiner. Je ne vais pas y aller parce que si je laisse mes enfants derrière moi, que va-t-on me reprocher? Il faut savoir que, voilà, quoi que ce soit que vous fassiez, certains auront toujours à dire. Avant d'être maman, avant d'être épouse, vous êtes déjà en vous-même une personne à part entière. À part entière. Et comme je me le dis moi-même déjà, c'est une personne épanouie elle-même qui peut aussi apporter de la joie, apporter du bonheur aux autres, apporter un plus aux autres. Donc, quand on est là parce qu'on sait qu'on en a les capacités, on a une vision qu'on ne peut pas atteindre, au bout d'un moment, on devient quoi? On devient une personne frustrée. Et une personne frustrée fait ressentir une énergie négative à son entourage, que ce soit dans le mariage, que ce soit aux enfants ou même à la communauté. Donc, je me dis que ce n'est pas une chaîne. À chaque fois, je me disais, bon, là, tu es mariée, certes, tu veux continuer tes études, vas-y. Je commence mes études, je fais le BTS. Après le BTS, je me dis que bon, là, au bout d'un moment, je ne veux pas seulement que monsieur il m'apporte tout, je veux aussi commencer à avoir de l'argent par moi-même. Mais en même temps, je n'ai pas envie de laisser mes études de côté. Alors, qu'est-ce que je fais?
au moins, j'ai eu la chance d'être dans un pays dans lequel on peut allier études et travail. Et en plus, non seulement c'est l'employeur qui va payer pour financer les études, mais aussi va vous apporter un salaire à la fin du mois qui ne sera certes pas le salaire d'un employé à temps plein, mais c'est quand même quelque chose de conséquent qui nous permet de vivre décemment et aussi d'emmagasiner de l'expérience qui va nous servir à la fin. Je me dis, bon, OK, là, je vais chercher une alternance. Alternance, ça aussi, c'est chemin de croix parce que très difficile à trouver, surtout sachant que ici, non seulement on peut tomber dans un secteur conventionné où les salaires sont corrects, mais on peut aussi tomber sur des employeurs qui veulent profiter de vous. Ah, vous n'êtes qu'un alternant, vous n'êtes qu'une alternante. Sauf que malgré ce statut, vous allez quand même effectuer un travail digne de ce nom pour lequel on vous fixera des objectifs à atteindre. Donc, on peut dire que vous n'êtes peut-être pas là une semaine, un jour sur deux, mais c'est exactement le travail qu'on entend d'un employé qui est là et qui est lui payé correctement comme il faut. Donc, il faut trouver le bon endroit, il faut trouver un travail, il faut se battre, faire des entretiens. Au bout d'un moment, je cherche, je ne trouve pas. Puis je me dis, bon, là, j'avance, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait quand même? Bon, il faut faire ce premier enfant. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans de mariage. Bon, d'accord, je fais mon fils. Et après ça, je me dis, bon, là, je ne vais pas seulement me limiter à ça, il faut recommencer. Sachant que déjà, moi, dans ma famille, je suis la première d'une fratrie de 6, 4 filles derrière moi. Je me dis, là, tu as une sacrée charge sur l'épaule. Comme on le dit chez nous, c'est la première ou le premier qui va un peu montrer la voie aux autres qui vont suivre derrière. Ils te regardent, elles te regardent, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas seulement leur montrer qu'il suffit de trouver un mari et aller s'asseoir dans le foyer et puis c'est terminé. Allez, Meggy, tu te lèves, tu vas chercher. Je cherche, je trouve finalement un travail qui me permet de faire ma licence. Et du moment où je commence ça, je me dis, je vais rester dans cette optique-là, dans cette dynamique jusqu'au master. Au moins, déjà pour moi, parce que ça, c'est l'objectif que j'ai toujours eu, avoir un bon diplôme, avoir un bon travail. Voilà, ça va être difficile parce que là, du coup, je vais être avec mon fils quand je vais réviser à minuit, quand je vais être là encore à 1h du matin, 2h, et que l'enfant va pleurer, je vais aller le chercher. Je suis sur mon ordinateur, sur mes cahiers. Ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein. Pourquoi? Parce que je me dis déjà, je peux y aller. Je peux y aller, je peux le faire et je vais le faire. Et c'est exactement ce que je vais faire jusqu'au Master 2. Voilà. Donc, ne vous freinez pas. Quand vous fixez des objectifs, essayez de trouver les voies et les moyens qui peuvent vous y conduire et allez-y. Merci beaucoup, Madame Sako. Docteur Cissé Ramata, quelle est votre contribution par rapport à cette première chaîne des femmes de la diaspora africaine? Voilà, bonsoir à tous. Je salue tous les spectateurs, femmes et hommes, en cette journée de 8 mars. Et une très bonne fête à tout le monde. Au fait, moi, je vois toujours les choses dans un sens positif, comme d'habitude, parce que c'est ma vision du monde. Je pense que la définition d'un leader ou bien du leadership est une définition relative. Le mariage ne doit jamais être un frein parce que être avec un homme est déjà une expérience, une nouvelle expérience. Avoir des enfants, c'est comme avoir une entreprise. Donc, on apprend à être un bon leader parce qu'on vit avec quelqu'un avec qui on n'a jamais vécu avant, qui a eu une autre expérience de vie, une autre forme d'éducation. Ça veut dire que comprendre la personne déjà est une forme de formation pour vous. Et chaque enfant qui vient avec une nouvelle expérience. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui dirige, qui donne des directives. Et avoir 1, 2, 3 enfants est déjà une entreprise avec un bon leadership. Voilà, donc pour moi, c'est déjà une belle formation de pouvoir avoir une belle performance dans n'importe quelle entreprise du monde. Celui qui peut gérer un homme et qui peut gérer des enfants peut gérer toute compagnie au monde parce que c'est déjà une compagnie. Donc, je ne veux pas que les jeunes femmes pensent que se marier est un frein. Non, c'est une nouvelle expérience, c'est des nouvelles leçons qu'on apprend, c'est des nouvelles manières de faire et c'est un bon leadership qu'on apprend. Donc, ça ne peut jamais être un frein. Il faut l'utiliser, il faut voir les avantages, il faut profiter de ces avantages, il faut les corriger, les apprendre, il faut former et se forger dans ce foyer
et se rendre plus forte pour pouvoir tenir. Parce que quelqu'un qui arrive à rester dans un mariage, à supporter un homme, à supporter les caprices des enfants, peut supporter les caprices de son boss, et de ses employés, de ses superviseurs ou bien de ses collègues. Donc, ça veut dire que moi, je trouve que, comme dans toute chose, il faut voir toujours le côté positif, parce que chaque chose a deux côtés. Et prendre moins d'énergie et de temps et se focaliser sur les côtés négatifs et pouvoir exploiter les côtés positifs. Donc, moi, je pense que ça ne peut pas être un frein. Personnellement, pour moi, ça n'a pas été un frein. Parce que chacun de mes enfants est venu avec une façon de faire. Et chaque façon de faire peut-être me rappelle un de mes étudiants ou bien un de mes collègues. Et j'apprends de ces expériences. Et ça me forme, ça me forge. Et je pense que les jeunes femmes, parce que pour continuer l'humanité, il faut avoir des enfants. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la biologie. Donc, ça fait partie de notre travail déjà. Donc, ça veut dire que les deux ne doivent pas être mutuellement exclusifs. On doit les faire ensemble. Se marier, avoir des enfants, être en état de grossesse, vomir par là, aller au boulot, écrire des rapports, tout ça, ça fait partie de la vie. Ah oui, c'est beau, quoi, I love that. I love that. Ce que Dr. Cissé vient de dire, voir en fait, et je pense aussi que tout dépend de comment est-ce que tu te positionnes, ta mentalité. It's all about the mindset. Ça commence en fait par la mentalité. Si tu décides en tant que femme mariée et avec des enfants de voir cette expérience comme en fait étant une formation, comme le docteur Cissé l'a dit, une entreprise, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Tout dépend de comment est-ce que tu le prends. Donc, j'ai vraiment aimé cette partie, en ajout avec ce que Mme Sako a dit. Nous voudrons aussi entendre ce que Mme Cissé, Aminata a nous dire par rapport à cela. Bonjour, Mme Aminata Cissé. Oh, tu es mute, en fait. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes et aussi à tous les hommes, parce que sans les hommes, on n'y arrive pas non plus. Et c'est avec les hommes que le 8 mars prend tout son sens. Voilà. Et ce que moi, je vais dire, Dr. Cissé, et ce que Dr. Cissé et Mme Sako ont dit, c'est juste. Mais il ne faudra pas oublier aussi le volet social. Il y a le social qui joue beaucoup aussi sur l'insertion des femmes mariées, par exemple, dans la société ou dans le milieu professionnel, surtout dans une société comme la société malienne, et où certains hommes ont tendance à dire, bon, moi, je veux une femme qui ne veulent pas travailler, ou bien je veux d'une femme qui reste à la maison, qui ne doit pas travailler. Et donc, il y a forcément le poids de la société qui pèse sur, je ne dirais pas sur toutes les femmes, mais sur certaines femmes qui voudront bien aller travailler et gagner leur vie et montrer aussi qu'elles peuvent y arriver, qu'elles peuvent faire quelque chose dans la vie. Mais elles sont empêchées. Elles sont empêchées par le mari. J'en connais des exemples où le mari s'est dit, bon voilà, quel que soit ton diplôme, pour moi, tu es ma femme, donc tu es bien pour rester au foyer. Mais dans ce cas, une femme qui se retrouve dans cette situation, une femme diplômée, par exemple, qui se retrouve dans cette situation avec un mari qui se dit, bon, voilà, avec tes gros diplômes, je veux que tu restes à la maison. Comment elle peut faire pour convaincre son mari et pour aller travailler? Ça, c'est une question. Merci beaucoup, Madame. Très grande question. Et en fait, pendant que vous parliez, ma tête bouillonnait en fait, et je me disais que ça, ce sera une autre thématique qui sera vraiment nécessaire. Aborder ce sujet et aussi présenter des femmes qui ont vécu cette situation et comment est-ce qu'elles ont pu manager cela pour pouvoir amener le mari à changer de mentalité. Parce qu'en fait, voilà, c'est surtout ça. Et je pense que Dr. Cissé l'a dit. Hein, quand tu es chef d'entreprise, tu auras toujours une catégorie d'employés qui ne veut pas suivre
le mouvement, la vision de la compagnie, comment est-ce que tu vas les amener tu vas pouvoir vendre ta vision? Parce que c'est cela aussi, c'est pouvoir vendre ta vision. Donc, ton mari aussi, c'est comme si, en fait, il est employé de ta compagnie. Techniquement, on parle, en fait. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir lui faire comprendre ta vision, lui faire adhérer à ta vision et maintenant s'aligner et t'aider pour réaliser la vision? C'est toute une stratégie qui doit se mettre en place. Donc, merci beaucoup, Madame Cissé, pour l'idée pour un autre talk show. Je vais continuer puisque je suis avec vous, Madame Cissé. Parlons de la deuxième chaîne qui entrave au leadership des femmes africaines de la diaspora. Oh, tu sais, je ne suis pas douée pour apprendre une nouvelle langue en tant qu'adulte. Quelle est votre opinion sur cela? C'est une question d'état d'âme et c'est une question de confiance en soi. Et on dit en Bambara, Morote Koro Kalama. Ça veut dire qu'on n'est jamais assez âgé pour apprendre. Quand on a la volonté d'apprendre, et quand on a la détermination et la motivation, on peut apprendre. Parlez-nous justement de votre cas à vous, parce que vous êtes à Berlin, vous habitez à Berlin. Et je suis sûre que ce n'est pas le français que vous parlez. Nous voudrions un peu savoir votre expérience sur ça. Et l'allemand, comment j'ai appris l'allemand, par exemple? C'est une question d'amour. Et quand on aime quelque chose, on arrive à le faire très facilement. Pour moi, apprendre l'allemand, ce n'était pas du tout du travail pour moi. C'était comme si je m'amusais et j'avais du plaisir à regarder les films en allemand. Je parlais, je ne faisais pas attention à mes fautes. Je m'en foutais au fait que je fasse des fautes ou pas. Pour moi, l'essentiel, c'était de parler l'allemand. Donc, moi, je conseillerais aux femmes de se jeter là-dedans, de ne pas avoir peur de faire des fautes. Justement, c'est en faisant les fautes qu'on arrive à se corriger, à s'améliorer aussi dans une langue, par exemple. Absolument. Et je viendrai à ce point que vous avez dit, vous jetez dedans, parce qu'en fait, vous avez dit que pour vous, c'est une passion. Mais en réalité, pour celles d'entre nous qui vivent dans les pays étrangers où le français n'est pas la langue officielle, c'est une survie. Si tu veux pouvoir naviguer dans cette nouvelle société, tu es obligé d'apprendre la langue de ce pays d'accueil. Donc, en réalité, c'est une survie. Je vais donner la parole à Dr. Aminata Cissé pour entendre un peu son opinion sur ça, parce qu'elle a étudié en Russie. Donc, nous sommes en train de parler d'une autre langue qui est assez difficile. Dr. Cissé, parlez-nous un peu de ça. Oui, Aminata a dit, oui, c'est Ramata Cissé, n'est-ce pas, Aminata? C'est Ramata, oui. Voilà, d'accord, ok. All right, c'est normal. Aminata, Ramata, ça sound like, anyway. Non, en fait, ce que moi, je voulais dire d'abord, c'est que apprendre une langue est une fonction du cerveau. C'est comme on apprend par la tête. Même si on dit qu'on apprend par cœur, c'est parce que dans l'histoire de la science, les premiers scientifiques pensaient qu'on pensait par le cœur. C'est pourquoi on voit le signe de l'amour qui est représenté par le cœur. C'est après des recherches scientifiques qu'on a découvert que non, l'amour n'est pas dans le cœur, c'est dans le cerveau. Et c'était déjà tard. Tout le monde avait déjà pensé que c'est le cœur, j'aime mon mari, c'est le petit cœur, il faut mettre des cœurs. En réalité, les scientifiques se sont dit, on s'est trompé, dans tous les livres du monde, on a mis, oh, le cœur, mon petit cœur, donc on a accepté cela. Donc, l'amour n'est pas dans le cœur pour votre information, c'est dans le cerveau. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le cerveau est composé de à peu près 100 milliards de neurones. Les neurones sont les cellules du cerveau. Et ce sont ces cellules qui apprennent la langue. Et l'apprentissage de la langue, c'est quoi? C'est l'activation de ces neurones. Donc, le nombre de cellules n'augmente pas, mais c'est leur activité qui augmente. Donc, on peut toujours apprendre une langue. Et une langue ne bouscule pas l'autre langue en réalité. C'est comme quand vous apprenez une langue, ça ne vous fait pas oublier l'autre langue. Parce qu'il y a tellement de neurones dans vos cerveaux, il y a tellement de place. C'est comme si tu mets, par exemple, un petit coin dans la mer et que tu dises qu'en ajoutant un petit coin, ça va bousculer l'autre. Non, il y a tellement d'espace. Parce que la Terre est composée de 70% d'eau. Il y en a de 30% de terre. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement assez d'espace que
Vous pouvez apprendre 20 langues sans les mélanger. Donc, le cerveau a beaucoup de parties. Et l'apprentissage de la langue et le parler qui font deux choses différentes, parce qu'on peut apprendre quelque chose, on peut entendre sans parler. C'est deux fonctions différentes. On parle par la langue, et ça, c'est une action physique des muscles squelettiques. C'est-à-dire qu'il y a des muscles qui bougent. Quand je parle maintenant, c'est parce que ma langue est en train de bouger. Alors que comprendre n'est pas une action, c'est une activation. C'est qu'on ne fait rien pour comprendre, ça rentre dans le cerveau, ça active les cerveaux. Donc, ce n'est pas des muscles, c'est des neurones. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il y a toujours de l'espace dans votre cerveau. L'intérêt que vous portez à l'apprentissage de cette langue détermine votre capacité. Plus vous aimez apprendre, plus vous apprenez plus rapidement. Donc, votre âge ne doit pas être un frein. Vous avez toujours le temps. Mais comme on le dit, have fun with it. You have to enjoy it. Tu dois aimer apprendre la langue. Tu dois le faire avec plaisir. Parce que le monde même a été créé pour le plaisir et non pour souffrir. On doit jouir de son temps, de ses expériences. C'est pourquoi chaque chose est positive. Il n'y a pas de mauvaises expériences dans la vie. Toute expérience doit être une belle expérience. Même si on te met dans un désert, tu apprends à peut-être regarder le sable. Donc, il y a des choses positives dans chaque chose que tu dois regarder tout le temps. Et c'est ce qui peut activer ton cœur à vouloir vivre la vie. Parce que celui qui n'aime pas vivre ne peut pas travailler, ne peut pas produire, ne peut pas innover. Donc, le sentiment de plaisir, de vivre chaque seconde et de ne pas voir la vie comme une souffrance, mais comme un plaisir, comme un petit paradis terrestre, te donne l'envie d'apprendre, l'envie de travailler et qui va motiver ton cerveau à innover, à penser, à créer, à travailler et à produire pour changer l'humanité. Voilà mon petit point. Wow, Dr. Cissé, au passage, je tiens à souligner à notre audience que toutes ces belles dames que vous voyez, je viens à peine de faire leur connaissance. Je vais expliquer tout à l'heure comment cela s'est passé. Mais vous voyez, c'est ça la beauté du leadership, parce que quand tu t'ouvres à l'humanité, tu t'ouvres à l'inconnu, tu n'as pas peur de foncer, d'essayer, c'est des opportunités belles comme ça qui se présentent. Où 4 femmes de 3 continents différents, mais du même pays se retrouvent derrière l'écran, mais la connexion est là sur le champ. It's just beautiful. Avant de donner la parole à Madame Sako, je voulais légèrement ajouter à ce que Dr. Cissé a dit tout à l'heure quand elle parlait de l'activation des neurones. En général, quand les gens me demandent, surtout ici aux États-Unis, tu parles combien de langues et que je leur dis 9 langues, on me regarde comme si je suis une extraterrestre. Et je leur ai dit, non, je ne suis pas smart, je ne suis pas intelligente. J'ai simplement eu la grâce de vivre dans plusieurs pays. J'adore les cultures, j'adore les langues. Donc, je pick up les langues facilement. Et donc, ça fait que quand Dr. Cissé parlait, effectivement, je me rappelle qu'à un moment, j'avais carrément quitté le milieu africain pour déménager en Virginie du Nord pour mes études supérieures ici aux États-Unis. Et donc, du fait que j'étais totalement immersée dans la langue anglaise, ça a fait que même quand j'appelais ma maman à Bamako, quand on parlait, il y avait un arrêt. C'est-à-dire, mon parler n'était pas fluide parce que mon cerveau, en fait, cherchait maintenant à switch, c'est-à-dire à tourner le bouton de l'anglais pour aller sur le bambara et le français. Et donc, des fois, quand elle et moi, on parlait, je mélangeais des fois l'anglais dedans. Elle me dit, mais attends, tu es en train de me snobber ou quoi? J'ai dit, non, c'est pas ça. Mais c'était beau parce que ça m'a prouvé que vraiment, ça marchait. Donc, quand le Dr. Cissé parlait, je rigolais parce que ça me rappelait ses anecdotes et tout. Donc, même pour mon petit garçon qui a 5 ans, je me rappelle que quand je l'ai mis à la maternelle à l'âge de 1 an, les maîtresses américaines pensaient qu'il était en retard parce qu'il ne parlait pas. Et donc, elle me disait que, et quand je viens le prendre, en fait, à la maison, on lui parle le français. Le français, et quand maintenant je veux le scroll, comment est-ce qu'on dit scroll, le corriger en public, c'est le bambara que je lui dis, et qui donc, donc, ça fait que les maîtresses, sincèrement, quand je vais à l'école et puis je demande, il s'est bien comporté, si on me dit non,
en même temps, je switch pour lui parler le français et le bambara. Et donc, elle me regarde, elle me dit, mais c'est pour ça que l'enfant ne parle pas l'anglais parce que vous lui parlez une autre langue. J'ai dit, non, 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 non. Non, vous n'allez pas me faire croire que l'enfant parle plusieurs langues, donc c'est ce qui le met en retard, non. Et au fur et à mesure du temps, lui-même, il est en train de s'auto-former au Chinese, parce que des fois, il aime regarder son tablette en espagnol et au Chinese. Donc, il n'a que 5 ans, mais il est déjà en train d'apprendre 4 ou 5 langues à la fois. Et le jour où mon fils, pour la première fois, a commencé à parler en classe, la maîtresse a fui parce qu'il n'arrêtait pas. Elle dit, mais en fait, il comprend l'anglais. J'ai dit, mais évidemment qu'il comprend l'anglais. Il comprend l'anglais, mais simplement du fait qu'il parle plusieurs langues, je pense qu'en fait, il prenait le temps d'assimiler. Et même quand j'étais enceinte, je lui parlais plusieurs langues. Donc, c'est simplement pour dire qu'effectivement, la langue ne peut pas être une barrière. Donc, je vais laisser Madame Sako nous dire un peu son opinion sur ce sujet-là. Madame Sako? Oui, je suis là. Alors, je rejoins complètement Dr Cissé sur ce point, hein. Même notre sœur Aminata également. Tout à fait. En fait, les langues, il faut prendre du plaisir avec. C'est soit on grandit au milieu de plusieurs langues, parce que moi-même, ça a été mon cas, sachant que je suis, voilà, malienne soninké, qui a grandi en Guinée-Conakry. Donc là, on est baigné entre les voisins qui nous parlent soussou dans un premier temps, le papa qui me parle soninké, la maman qui, elle aussi, est soninké, mais ne comprend pas, me parle bambara, à l'école, le français, puis après, plus tard, à partir du collège, l'anglais qui vient se greffer. Donc, on apprend tout ça en même temps, on évolue. Et en venant chez la mamie pour les vacances à Bamako, deux fois, certains commençaient à parler en soninké en se disant que celle-là, elle ne comprend rien du tout. Ça doit être un vrai bleu, on va parler sur son dos. Donc, du coup, quand finalement, on nous entend parler avec la grand-mère, ils se disent, mais c'est à quel moment que vous avez appris cette langue? Ben, c'est que là, du coup, en grandissant, on ne se dit même pas que c'est un challenge. Non, parce que c'est complètement naturel, c'est venu de façon très fluide. On a grandi dedans, on a baigné dedans, donc ce n'était pas un problème. Et de cette même manière, quand on aime quelque chose, parce que pour moi, ce qui me plaisait le plus parmi toutes ces langues, c'était l'anglais. Alors pour moi, l'anglais, petite fille que j'étais, qui regardait les films, les trucs en anglais, et un papa qui le parlait très bien aussi, parce que mon père aussi polyglotte de son état qui en parle 6. Tout ce que je voulais, c'est aussi atteindre au moins ce nombre de 5. Parce qu'encore lui, le 6e qu'il avait en plus, c'était l'arabe. Il le dit, il le parle. Là, pour l'instant, je n'ai pas pu, mais ça aussi, c'est un des objectifs que j'ai. Comme on le dit, il faut l'aimer. Il faut aimer faire ça. Il ne faut pas y voir de contraintes. Il faut s'y lancer à corps perdu. Vraiment essayer de se l'approprier, voilà, corps et âme. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on réussit à maîtriser les langues qu'on se fixe pour objectif d'apprendre, et aussi facilement que ça. Parce que tant qu'on se dit, je ne peux pas, ah, c'est trop dur, ah, ça n'a rien à voir avec ma langue, ni avec ce que je parle, comme Dr Amata Sissé qui a étudié en Russie. Alors là, déjà, au lycée, pour les camarades qui choisissaient le russe, nous autres qui choisissions allemand, on se disait encore que voilà, là, les syllabes sont pareilles et tout ça, que de l'autre côté, alors que même l'alphabet, carrément différent, on se disait, on ne peut pas. Par contre, ceux qui étaient en russe se débrouillaient 1000 fois mieux que nous autres en allemand, c'était à ne rien y comprendre. Donc, ce n'est que ça, en fait. Il faut avoir l'amour de la chose, se jeter dedans et y aller. Voilà. C'est vraiment passionnant ce sujet-là. Bien vrai que nous allons passer à autre chose. Quand vous parliez, Madame Sako, ça me rappelait au lycée de jeunes filles où je devais choisir entre justement l'allemand ou bien l'arabe. Moi, j'ai pris l'arabe. Et nous n'étions que 3 dans la classe. 2 ou 3. Wow. Et je me retrouvais toujours au top. Mais finalement, celles qui ont pris l'allemand, elles avaient des 2 et des 3. Et elles voulaient switch maintenant pour venir à l'arabe. C'est exactement ça. On avait de très mauvaises notes en allemand, alors que la moyenne de la classe en russe, pour le russe, était de 15. On ne comprenait pas. Mais chez nous, c'était contraire. Hein? Ah! Oui, chez nous, c'était contraire. Par exemple, moi, en seconde, on était 9 élèves en classe et 8 femmes et un garçon. Wow. Et après, il y a un deuxième garçon qui était arrivé, donc on était 10. Et les filles avaient toujours
19 sur 20, 18 sur 20. Bon, les garçons, comme ça, on va mettre en ligne, je vais pas me prononcer là-dessus. Non, mais ne vous en faites pas. C'est connu que les filles en classe, quand elles veulent, elles carburent plus. Hein. Franchement, ça a toujours été comme ça. Tout le long de mes études, les filles étaient toujours au top niveau. Je ne sais pas pourquoi, mais on était toujours au top niveau alors que les gars sont derrière. Voilà. Ce n'est que lors de mes études supérieures en France ici que j'avais un camarade qui était devant moi et deux fois, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a autant d'écart entre moi et les autres, mais que ce soit le seul que je n'arrive pas à battre? Ah, il était spécial celui-là aussi. Hein. Je vois déjà nos hommes qui sont déjà hissés sur leurs grands chevaux parce que là, donc nous n'allons pas toucher à ce sujet-là ce matin. Oui, exactement. Oh my God. Docteur Cissé Ramata, je suis trop âgée ou j'ai honte de repartir à l'école ou de faire une formation professionnelle. Telle est une autre chaîne qui entrave le leadership de certaines femmes africaines de la diaspora. Votre constat là-dessus, s'il vous plaît? Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une chaîne mentale. You know? Vous savez que dans l'organisme, nous avons beaucoup de sortes de cellules. Et les cellules du cerveau sont les seules cellules qui ne se multiplient pas en réalité. Ça veut dire que nous avons un certain nombre de neurones qui ne se multiplient pas et qui sont toujours efficaces pendant longtemps. Ça veut dire qu'on a la capacité d'apprendre même à un âge très avancé. Maintenant, comme Maggie l'a dit, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi souvent. Les gens viennent dans un nouveau pays, un nouveau contexte, des nouvelles conditions de vie, ce n'est pas facile. Donc, les gens ont peur de se lancer dans des aventures. Donc, il faut les encourager. Et cela aussi, c'est une autre formation. Avoir confiance en soi, penser qu'on peut le faire, qu'on peut apprendre la langue, est une autre forme de formation. Donc, ce que moi, je conseille aux gens, c'est que quand tu viens dans un pays, il faut chercher à comprendre la culture de ce pays. Et la langue est un élément de cette culture. Et on ne peut être jamais très âgé pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'on gagne de l'expérience avec l'âge. On apprend à apprendre plus intelligemment. Yeah. Parce que moi, j'ai fait mon master en bio, mais spécifiquement en learning and memory, l'apprentissage de la connaissance et la mémoire. C'est-à-dire que comment on apprend, comment on mémorise tout ça là. Et il y a des gens qui ont fait des recherches spécifiques même dans l'utilisation, dans l'apprentissage des langues à des âges avancés. C'est qu'on a remarqué que quand on est âgé, on a de l'expérience. On apprend à mieux apprendre. Okay? On apprend intelligemment et rapidement pas parce qu'on est plus intelligent, mais parce qu'on a fait tellement d'erreurs d'apprentissage qu'on a commencé à discerner les différentes méthodes d'apprentissage. Donc, moi, je me dis que c'est possible, c'est facile, c'est réel, il faut le faire. Maintenant, comme on le dit souvent, c'est des femmes qui sont dans des foyers, le mari, les enfants, la famille. Ce n'est pas facile, je le sais, c'est normal, parce que c'est une autre charge supplémentaire mentale. Mais c'est cette technique qu'on doit utiliser. Par exemple, quand tu es aux États-Unis ou tu es dans un pays, tes enfants parlent la langue locale parce que les enfants apprennent vite. Donc, c'est avec eux, il faut faire la pratique. Et aller au marché pour faire les achats, échanger avec les gens dans les boutiques. Donc, cette expérience du foyer doit être une opportunité d'apprendre plus vite, plus rapidement et plus efficacement. Donc, c'est pourquoi je dis aux femmes, ni mo gomente anglais mais et puis c'est qui dit ko gelente iba for dongodo. If you speak it every day, iba for dongodo ibesi. Donc, c'est pas quelque chose qui est extra. Il faut avoir le courage, il faut être déterminé, il faut être persévérant et tu peux le faire. Il n'y a aucun obstacle. Tu peux, yes, you can. J'adore ça, yes, you can, parce que je pense que Dr. Cissé et moi, nous reviendrons pour un autre talk show, justement pour parler des circuits de formation aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, mais comment est-ce qu'on fait pour aller à l'école ici? Il y a les écoles communautaires
au lieu d'aller payer des millions et des millions pour dans les écoles privées, il y a les écoles communautaires. Il y a aussi les cours du soir pour les adultes. Il y a beaucoup d'options qui sont là. Donc, pour les femmes de la diaspora qui sont vraiment à l'étranger, il n'y a pas d'excuses. Pour moi, sincèrement, il n'y a pas d'excuses parce que tout est à leur disposition. Maintenant, c'est à elles de se prédisposer pour pouvoir apprendre. Nous allons demander maintenant à Madame Cissé Bana de nous parler un peu de cela. Côté formation, du fait que certaines femmes pensent que repartir à l'école ou avoir une formation professionnelle peut être, en fait, est une genre de honte pour elles. Quelle est votre opinion dessus, s'il vous plaît? D'abord, moi, je pense que ces femmes-là doivent se dire qu'elles peuvent y arriver et à leur rythme. Les gens n'ont pas les mêmes rythmes. Il y a des gens qui arrivent à apprendre facilement une langue. Il y a d'autres qui ont des difficultés, par exemple, à apprendre. Donc, chacun va à son rythme, à sa convenance, et sans se bousculer et sans se culpabiliser et se dire, je vais y arriver, même s'il faut que j'y arrive dans 20 ans. On se fixe un objectif et on se dit, je veux atteindre cet objectif et quelle que soit l'année. Et je connais une dame qui a fait le bac à 70 ans ici. Son objectif, c'était d'avoir le baccalauréat. Et elle se disait, peu importe combien de temps cela va prendre, mais je ne souhaite pas mourir avant d'avoir mon bac en poche. Et elle a fait. Et elle était très fière d'elle. Pour elle, ce n'était pas pour trouver du travail ou bien pour s'insérer professionnellement, mais c'était un accomplissement pour elle. Et elle avait besoin de cela. Et moi, je pense que quand on a envie de s'accomplir dans un domaine et qu'on se donne les moyens de le faire et qu'on prenne le temps pour le faire, on y arrive. Yeah. Voilà. Yeah. Très beau témoignage, Madame Cissé Aminata. Madame Sako, votre opinion sur cette troisième chaîne? Alors, je pense que déjà, nos sœurs qui arrivent du pays, peu importe l'âge en fait, doivent déjà, pour un souci, dans un premier temps, s'informer sur le circuit du pays, comment faire, ou encore même avoir des personnes ressources qui sont déjà sur place, déjà dans la communauté, pour essayer de s'informer. Qui a déjà fait quoi, à qui est-ce que je peux demander? Parce que voilà, autant dans certaines classes, par exemple, je prendrai encore exemple sur moi, hein, parce que c'est l'expérience que je maîtrise le plus, autant j'ai été dans des classes où j'ai été la plus jeune de toutes à chaque fois, mais aussi à un moment donné, j'ai été celle qui était la plus âgée. Parce que quand j'ai arrêté mes études à un moment, déjà, sachant qu'au Mali, les problèmes d'études au niveau supérieur, au bout d'un moment, on a des problèmes. Quand ce n'est pas les grèves des enseignants, c'est les grèves des élèves. On perd un an comme ça, puis deux. Puis on vient à reprendre les études complètement du début, quoi. Là, on se retrouve avec des gens qui, eux, viennent directement du bac, qui ont donc 17 ans, 18 ans pour certains, voire carrément 16 pour ceux qui étaient en avance sur leur temps. Il ne faut pas se dire que c'est un frein, ce n'est un frein en rien. Parce qu'une personne déjà à un certain âge, en venant reprendre les études, sait pourquoi elle est là. Elle a un objectif clair, elle a une vision claire de ce pourquoi elle est là, où est-ce qu'elle veut aller après. Alors que peut-être quelqu'un qui vient à 16 ans, 17 ans, se dit, ah, même si je rate une classe, même si j'en rate deux, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci et j'ai bien vu des camarades dans cet état de figure-là. Autant moi, je me donnais à fond et je voulais vraiment en finir le plus rapidement possible. Ça encore, en finir, c'est ce que je me disais. Ah non, je vais bien me concentrer et en finir le plus rapidement possible. Il y en a qui ont perdu un an dedans. Puis, au bout de 2 ans, troisième année, se disent que si je savais, j'aurais donné le mois depuis le début. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner, essayer de savoir. Parce que quand je venais, je n'avais pas
Madame Sac, pas les clés du pays. Comment est-ce qu'on fait pour les étudier ici? Et je m'étais renseignée encore mieux que ça. Problème de connexion. Oui. Pourtant, ce qu'elle est en train de dire est très, très important. La recherche d'informations. La recherche d'informations, j'avais fait un talk show sur ça, en fait, les clés de réussite aux États-Unis, où j'avais invité Dr. Anouchka, qui est en fait pharmaciste de son État. Elle est gabonaise et elle vit ici. Et elle avait parlé, on avait discuté de cela. Le fait que dans les pays étrangers, le premier endroit où tu atterris va déterminer ta réussite ou ton échec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Madame Sako, je vais vous redonner la parole dans une minute, parce que vous étiez en train de dire quelque chose que je voulais appuyer. C'est l'information, la recherche d'information. Et donc, si tu viens, par exemple, aux États-Unis, et que le premier endroit où tu descends, dans un milieu où personne ne va à l'école, ils ne pourront pas te montrer le chemin. Même s'ils le veulent, ils ne sauront pas comment te montrer le chemin. Donc, c'est très important. Et si tu tombes sur un milieu comme ça aussi, pour moi, comme je le dis, il n'y a pas d'excuses. Je suis une femme, je ne tolère pas les excuses. OK, tu es tombé sur un milieu où personne ne va à l'école, mais va dehors, renseigne-toi. Nous sommes dans un pays d'information. Nous sommes dans un pays où les technologies de l'information sont partout, où tu as accès à l'Internet. Donc, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, de raison de ne pas réussir. Donc, Madame Sako, je vous redonne la parole. Oui. Alors, comme je disais avant d'être coupée, c'est qu'il fallait déjà se renseigner dans son milieu, regarder qui a déjà fait quoi, qui est à quel niveau. Si vous ne pouvez pas, l'information, franchement, elle est à la disponibilité de tout le monde, disposition de tout le monde. Il y a des centres qui sont là d'écoute et d'aide. Il y a aussi les mairies de chaque endroit, en fait, de chaque département à la mairie, on a les renseignements qu'il faut. Et tellement, on veut même aider les gens, en fait, à se former et à étudier, qu'on offre des bourses, qu'on offre des moyens pour que les gens y aillent. Si encore que, voilà, le centre de formation est loin, on va vous offrir des carnets ou encore des moyens de déplacement gratuits pour que vous puissiez vous rendre là-bas. Si vous avez besoin d'arrêter votre travail, on va vous offrir de quoi, à condition de remplir évidemment voilà, les conditions, de quoi prendre soin de vous pendant le temps de cette formation, parce qu'on sait qu'après ça, vous allez apporter quelque chose au pays qui sera au-dessus du petit montant qu'on va vous allouer mensuellement. Donc, il faut se renseigner. J'ai beaucoup de sœurs de fois qui arrivent à 27 ans, 28 ans. Ah, Meggy, quand j'étais au pays, parce qu'on a fait des études ensemble au début, je me suis arrêtée en 3e année, je me suis arrêtée en 4e année. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi, pour faire reconnaître déjà le bagage que j'ai eu au Mali? Je ne veux pas recommencer dès la première année. Donc, je leur donne un peu, voilà, tu peux te renseigner ici, tu peux te renseigner là. Déjà, si tu as déjà validé ta licence, tu peux faire l'homologation, tu peux faire la reconnaissance de ton diplôme. Voilà, ne perds pas cela. Mais si c'est tout autre domaine que tu veux commencer et qui n'a rien à voir avec ce que tu as déjà fait, voici ce que tu peux faire. Il ne faut pas se mettre de frein, il faut se renseigner. Ça, c'est la base. Le renseignement est la base pour ne pas perdre de temps et pour aller à l'essentiel. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Pourtant, j'étais étonnée de voir des gamins de 16 ans qui venaient quand même faire des études supérieures, d'examen, qu'est-ce que je vois? Je vois des messieurs, des dames qui sont là 50 ans, 60 ans. Je dis, ah bon? Le même diplôme que moi, je viens chercher. Je dis, je suis en retard là, 23 ans, 24 ans. Eux aussi, 50 ans, 60 ans, ils sont là pour le même. Bah oui, parce qu'ils sont arrêtés au BTS à l'époque où on pouvait encore trouver un travail digne et décent, avec un salaire décent. Ils ont travaillé pendant 15, 20 ans, mais aujourd'hui, ils veulent valider ce diplôme-là pour aller au niveau supérieur de leur carrière. Pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard. Voilà. Absolument, Madame Sako. Et là, ce sera un autre talk show sur lequel je reviendrai, justement, parce que moi, je suis dans les RH, les ressources humaines, et je vois beaucoup cela. Je vois beaucoup cela dans mon département où je fais le recrutement et tout, où certains de mes collègues qui se disent, OK, j'ai 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, mais où sont tes diplômes? Aujourd'hui, tout devient spécialisé. Non seulement les
organisations demandent les diplômes supérieurs, mais ils demandent aussi les certifications. Et c'est vraiment compétitif. Donc, nous aurons l'opportunité de revenir sur cela. Chères précieuses femmes de valeur et précieux hommes de valeur, vous avez constaté qu'au début du talk show, je n'ai pas fait la présentation officielle de mes chers invités. C'était exprès que j'ai fait cela. J'ai voulu d'abord que nous parlons des chaînes que beaucoup de femmes africaines de la diaspora se mettent elles-mêmes, parce que pour moi, elles le mettent elles-mêmes autour d'elles. Donc, nous avons parlé justement de « je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je n'arrive pas » et tout. On a parlé de ça. Maintenant, je vais prendre l'opportunité de vous présenter les femmes d'excellence et les femmes leaders qui sont sur notre plateau aujourd'hui. Je vais rapidement partager mon screen. Voilà. Non. Alors, j'espère que vous arrivez à voir. Notre première invitée d'aujourd'hui, c'est Dr. Cissé Ramata Sissoko. Elle est une scientifique malienne vivant aux États-Unis d'Amérique. Elle est professeure de sciences biologiques à Georgia Gwinnett College. Au-delà de ses compétences, elle se distingue par son engagement patriotique sur plusieurs fronts. Après une enfance passée entre Mopti et Gao, où elle réalise ses études de premier et second cycle, Dr. Ramata bénéficie d'une bourse d'études pour l'Union soviétique. En 1992, elle y obtient un doctorat en médecine vétérinaire physiologie de la reproduction avec une spécialisation en insémination artificielle de l'Université agraire d'État de Kazakhstan. Elle rejoint ensuite les États-Unis où elle effectue un programme de master en biologie à l'Université d'État de Georgie à Atlanta. Elle y étudie les neurosciences et plus particulièrement l'effet de certains produits sur la mémoire à court et long terme ainsi que sur la mémoire spatiale. Quelques années plus tard, elle obtient son doctorat en sciences avicoles de l'Université de Georgie. Il est important de savoir qu'obtenir un doctorat en sciences en Amérique du Nord, c'est être au summum des connaissances planétaires dans son domaine. Dr. Ramata bénéficie ensuite d'une bourse postdoctorale au département de l'agriculture des États-Unis, au laboratoire de recherche sur la volaille du Sud-Est, où elle mène des recherches sur l'encapsulation du virus de la maladie de Newcastle pour améliorer les taux de la vaccination dans les zones rurales. À Georgia Gwinnett College, où elle exerce en qualité de professeure de sciences biologiques, elle défraie la chronique à travers un geste devenu viral sur Twitter. Ce jour-là, une mère étudiante n'ayant pas de babysitter pour son bébé doit se rendre en classe avec son enfant. L'enseignante malienne, au lieu d'envoyer l'élève à la porte à cause de l'agitation et des cris de l'enfant, qui affectait non seulement la mère de son travail en classe, mais aussi les autres élèves, Dr. Ramata plutôt choisit la compassion. En tant que femme africaine, elle prend le bébé de l'élève, la porte sur son dos dans un style typiquement africain et enseigne la leçon pendant 3 heures avec le bébé sur le dos. L'enfant, très à l'aise sur le dos, se met à dormir pendant les 3 heures de cours. Par ailleurs, son style d'enseignement est ancré dans sa nature enthousiaste, à livrer avec passion et clarté, motivant ainsi les étudiants à attendre avec impatience le prochain cours avec plus de questions que de réponses. Impliqué dans des activités communautaires aux États-Unis et à l'étranger, Dr. Ramata Sissoko Cissé aide les étudiants internationaux à la recherche d'une admission dans des établissements universitaires américains. Très regardante sur l'actualité sociopolitique, économique et sanitaire de son pays, elle fait preuve d'un engagement patriotique énorme sur plusieurs fronts. À ce titre, elle est initiatrice du mouvement Changement pour le Mali et présidente d'honneur et membre actif de l'association Stand Up for Mali, Debout pour le Mali. Cette association est créée par des patriotes maliens qui ont décidé d'unir leurs forces afin de parvenir à de véritables réformes susceptibles de sauver le Mali. Avec à sa tête sa dynamique présidente d'honneur, Dr. Ramata Sissoko, cette association s'est illustrée par des activités d'assainissement du Grand Marché de Bamako et environ pendant une période de 7 semaines. Humanitaire dans l'âme, Dr. Ramata Sissoko Cissé est leader de l'association Gourma Ima, une organisation à but non lucratif
offrant une éducation aux enfants défavorisés à Gao au Mali et en Afrique de l'Ouest. Dr Cissé se définit comme une ambassadrice du Mali, investie d'une responsabilité morale d'apporter sa contribution au développement de son pays et de partager son expérience au profit du peuple malien. Notre deuxième invitée d'aujourd'hui, c'est Madame Meggy Sako. Madame Meggy Sako est née à Bamako, Mali. Elle a passé une majeure partie de sa vie en Guinée, précisément à Conakry, où elle évolue du primaire au lycée. Elle rentre ensuite avec sa famille à Bamako, où elle passe le bac au lycée Notre-Dame du Niger. Meggy Sako commence ses études supérieures au Mali en finance-comptabilité avant de rejoindre son époux en France et de continuer ainsi ses études qu'elle mène en parallèle du travail d'ailleurs. Elle est titulaire d'un BTS en comptabilité et gestion des organisations, d'un diplôme de comptabilité et gestion et bientôt d'un diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Notre invitée, Madame Sako, donnez-moi juste. OK. A porté plusieurs casquettes dans le domaine de la finance, de la gestion, mais présentement, son intérêt se porte sur la comptabilité et la fiscalité des entreprises. Femme très engagée au sein de sa communauté, elle intervient sur pas mal de problématiques concernant l'éducation des enfants, l'autonomisation des femmes à travers l'association Beka Doke, que chacune fasse sa part en langue bambara, les violences domestiques et l'épanouissement de la femme en tant que pierre angulaire au sein de ces luttes. Elle est également chargée de communication au sein de l'association qui a vu en fait le jour, l'association Saramaya Femmes africaines. Cette association qui a pour but d'apporter de l'aide aux femmes sur différents problèmes et aussi d'apporter une écoute active afin de participer à la liberté, à libérer la parole des femmes, combattre la solitude qu'elles peuvent ressentir malgré l'entourage et diminuer ainsi le taux de dépression. Notre troisième invitée du jour est Madame Aminata Bana Cissé, titulaire d'un Master 2 en droit, économie, gestion, mention relations internationales et diplomatie. Pendant ses études, Madame Aminata Bana Cissé a travaillé dans un cabinet d'avocats et de notaires à Berlin comme assistante juridique et a exercé de nombreuses activités en tant que conseillère en vente. En tant que femme et militante des droits de la femme et de l'enfant, elle est porteuse du prix d'excellence de l'engagement social délivré par l'Académie européenne de Berlin et d'une certification en protection de l'enfance délivrée par l'UNICEF. Madame Aminata Bana Cissé est experte en leadership agile. Elle souhaite porter haut la flamme du leadership féminin à travers un transfert d'expérience et de compétences en phase aux mutations sociales. Et enfin, notre dernier invité du jour, qui est moi-même, Madame Merci Djenebou-Boiré, est malienne-américaine qui vit aux États-Unis depuis 20 ans. Elle a vécu et travaillé dans 21 pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en Amérique du Nord. Madame Boiré a à son actif près de 28 ans d'expérience dans la gestion de programmes, les opérations, les partenariats publics-privés, la gestion du personnel, le marketing, l'évaluation des résultats, la gestion budgétaire et les politiques de réforme. Elle parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, un peu l'arabe et 6 langues africaines. Née au Mali, elle a grandi au Niger où elle fréquenta le collège canadien Lycée Mariama. Elle retourne au Mali à l'âge de 18 ans avec sa famille et obtient son bac littéraire au lycée de jeunes filles. De nature très battante et indépendante, à 19 ans, Madame Boiré, tout en poursuivant ses études en parallèle à ses études d'administration publique à l'École nationale d'administration de Bamako, ENA, elle décroche son premier boulot d'hôtesse d'accueil à Wara Communication Internationale, la première boîte de communication au Mali. Dû à l'interdiction de ses parents de travailler, parce qu'en fait, lorsqu'elle a eu ce travail, elle participait beaucoup aux conférences internationales et qui étaient couvertes par la télé nationale. Et un jour, pendant l'heure des actualités à 20h, en famille, son père qui voit une jeune dame habillée en uniforme, en tailleur, et qui est en train de faire l'hôtesse à une conférence internationale. Et donc, son père qui regarde, qui dit, mais ça ressemble à Yaye. En fait, on m'appelle Yaye à la maison. Et j'étais assise calmement.
mon père qui me regarde, qui dit, mais c'est toi qui es là? Et bien entendu, j'ai dû lui dire oui. Et j'ai reçu l'interdiction de travailler pendant que je partais à l'ENA. Et vu ma nature battante et indépendante, Madame Boiré cachait en fait son uniforme de travail lorsqu'elle quittait la maison le matin pour aller à l'école. Et donc, elle travaillait en parallèle à Wara Communication Internationale tout en partant à l'ENA pour suivre ses cours d'administration publique. Et aussi, elle travaillait comme enquêtrice pour études de marché pour l'agence de communication DFA et aussi pour le cabinet d'expertise Sonenka de l'ancien ministre Konemba Sidibé. Toutes ces années où elle travaillait pendant qu'elle partait à l'école l'ont vraiment formée et a rentré très tôt dans le monde professionnel et dans le monde de la diplomatie et des relations internationales. En août 1998, elle décroche sa licence en administration publique avec mention excellente pour sa dissertation innovative sur les nouvelles technologies de l'information, leur impact sur la globalisation. Après son diplôme à l'ENA, elle commence à travailler à Afribon comme responsable commercial. Afribon, en fait, qui est la première boîte de services en technologie de l'information au Mali. En parallèle à son travail à Afribon, elle travaillait aussi comme gérante d'un cybercafé et elle avait aussi son business de consultation en événementiel et en communication. Donc, Madame Bois, en 2002, toujours à la recherche de nouveaux challenges, décide aux États-Unis pour poursuivre ses études supérieures et aussi d'acquérir l'expérience professionnelle américaine. Elle arrive ainsi aux États-Unis avec $300 en poche et se confronte très vite aux dures réalités d'une étudiante internationale. Pour y faire front, elle travaille 3-4 boulots tout en poursuivant ses études à l'Université de George Mason en Virginie du Nord, où elle obtient en 2007 un double master en politique publique et en économie internationale. En 2008, elle démarre enfin sa carrière de fonctionnaire international comme coordinatrice des opérations, liaison, communication et programme, directrice et conseillère du comité de lutte contre le VIH-Sida pour l'Académie pour le développement international AID, qui est en fait une ONG internationale basée à Washington, D.C. et qui opérait dans plus de 50 pays. Au sein de AID, elle travailla pour plusieurs projets de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de la GTZ et l'USAID, tout en occupant les fonctions parallèles de coprésidente pour plusieurs sous-comités. En tant que telle, elle a été gagnante d'un Leadership Award avec une solide, à cause de sa capacité en fait à générer $30 000 de fonds en l'espace de 5 ans pour les projets de VIH-Sida. Après AID, elle a travaillé comme administratrice à une ONG en fait qui s'appelle Art for the Aging, une organisation à but non lucratif basée à Washington, D.C., dont la mission est d'impliquer les personnes âgées et les partenaires de soins dans l'amélioration de la santé et de la vie des personnes âgées. Après cette expérience, Madame Boiré a connu 4 ans de maladie où elle n'a pas pu travailler et nous savons tous qu'aux États-Unis ici, sans un travail, tu n'arrives pas vraiment à pouvoir t'épanouir. Mais cela ne l'a pas empêché de revenir en charge. Et en 2000, il y a eu quelques années, elle et son mari ont déménagé au Texas pour ouvrir l'église ici. Et en parallèle, elle travaille actuellement à l'Université du Texas à Arlington, où elle est manager des ressources humaines. Elle est également écrivaine de livres. Elle est coach de vie. Elle a été actrice de cinéma, conférencière publique, entrepreneur et philanthrope qui tient à cœur les orphelins, les veuves et les moins favorisés. En 2020, elle a été nommée membre du comité sur la diversité et l'inclusion à l'Université du Texas, un groupe consultatif présidentiel qui est composé de professeurs, de personnel d'administrateurs et d'étudiants qui reflète la diversité au sein de la communauté universitaire. Elle est aussi coprésidente du sous-comité de programmation de diversité, d'équité,
qui en fait aide pour l'éducation multiculturelle, le développement de la diversité pédagogique et des efforts programmatiques qui améliorent et renforcent les expériences éducatives des élèves et soutiennent la diversité et la justice sociale pour tous. En parallèle à son travail à l'université, elle est aussi CEO et fondatrice de Leadership Excellence pour Femmes par Femmes, une organisation américaine à but non lucratif qui a pour vision de créer une communauté mondiale où les femmes leaders actuelles et potentielles se connectent, explorent, transforment et s'entraident pour atteindre leurs possibilités illimitées. Madame Boiré est une humanitaire dans l'âme et elle est beaucoup visée à aider les jeunes filles dans leur scolarisation, les veuves et les orphelins, les sans-abri, les réfugiés et les victimes de catastrophes naturelles, de guerre et de famine. Madame Boiré est aussi une servante de Dieu, elle est prophétesse et mariée au pasteur Agabus Akobe. Ils ont dirigé leur église qui est basée en fait au Texas ici, jusqu'à la pandémie du corona. Et aujourd'hui, Madame Boiré exerce son ministère prophétique dans les nations où Dieu l'envoie et sur les réseaux sociaux afin de propager l'évangile. Elle est maman d'un petit garçon miracle de 5 ans, Israël, et elle vit actuellement à Dallas, au Texas. Je sais que cette introduction était longue, mais je tenais à parler de cela parce que je vais arrêter d'abord le share pour que nous revenons. Précieux hommes de valeur, précieuses femmes de valeur, à travers la lecture de la biographie de nos invités d'aujourd'hui, nous voyons que, en tant que femmes de la diaspora africaine, il n'y a pas d'excuse. Si nous avons pu le faire, vous aussi pouvez le faire. Et nous savons aussi que, en général, les gens regardent le succès d'une personne. Mais derrière tout un succès, il y a une fâche cachée du succès, qui est le prix à payer. Je voudrais que nous parlons de cela maintenant. Madame Cissé, parlez-nous des moments les plus durs de vos débuts en tant que femme africaine immigrée. Avez-vous connu des moments où vous aviez voulu jeter l'éponge? Si oui, qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer? Merci de m'avoir donné la parole. Bien sûr que oui, à un moment donné, j'ai voulu jeter l'éponge et c'était au tout début. Je suis arrivée un mois de décembre en Allemagne sous une température de moins 17 degrés pour une Sahélienne, imaginez un peu. Et je me suis retrouvée aussi dans une cité universitaire où je vivais seule dans mon appartement et je n'étais pas habituée à cette situation. Donc, il y avait la solitude, l'isolement, la température et aussi il y avait la barrière linguistique. Donc, je ne comprenais pas très bien l'allemand. Et du coup, un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Yeah. Tu ne comprends pas bien la langue? Il fait très froid et tu es seule alors que tu aimes bien parler, tu es une personne sociable, mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc, qu'est-ce que je faisais chaque matin? Je me levais, je vais à mon miroir, je me regarde, je dis Aminata, tu sais quoi? Tu es venue ici pour étudier et je me souviens très bien que je disais à ma mère, je viendrai en Allemagne étudier ou nulle part. Parce que l'Allemagne et moi, comme je vous ai dit, c'est une histoire d'amour. Voilà, donc, entre parenthèses. Donc, je me mettais chaque matin devant mon miroir, je me dis, Aminata, tu vas y arriver et tu vas y arriver. Tu es motivée et le froid ne doit pas t'empêcher d'y arriver. L'isolement ne doit pas t'empêcher d'y arriver. Tu as un objectif à atteindre. Ce sont tes études, c'est ton diplôme, c'est ton premier mari et tu vas y arriver. Et c'est comme ça que je me suis motivée tous les matins devant mon miroir. Merci beaucoup, Madame Cissé. Docteur Cissé Ramata, parlez-nous un peu de votre expérience parce que la Russie, ce n'est pas de la rigolade. Oui, merci beaucoup pour les introductions des unes et des autres. C'est quand même une fierté pour moi personnellement de voir une jeunesse africaine engagée, déterminée, surtout quand c'est des femmes. J'ai toujours cru en vous.
je me suis toujours dit que le talent africain est naturel. Je ne suis pas du tout surprise, parce que c'est comme ça que je pense et c'est comme ça que j'ai toujours pensé. Quand moi, je quittais Gao, le lycée de Gao, pour aller en Union soviétique, j'étais partie déjà très préparée dans ma vie. J'encourage toujours les jeunes à faire le sport parce que j'ai toujours joué. J'ai fait le football depuis 3 ans. Il n'y avait pas d'équipe de garçons, de filles, donc je jouais toujours avec les garçons. Voilà, donc j'ai toujours joué au foot, voilà. J'ai toujours joué au basket, j'ai joué au volley, donc j'étais très, très compétitive dans le sport. Donc, le jour où je quittais Gao, le désert, pour aller à Moscou, dans le froid, j'étais mentalement préparé déjà à 18 ans. J'étais préparé, j'étais mentalement, comme on le dit, I was ready to kick, Donc, c'est comme ça que j'ai été élevé. Voilà, donc j'ai été élevé dans une situation où je devrais toujours me battre. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des sœurs. Ma maman n'avait pas de garçon. Donc, j'ai été pratiquement élevé comme le fils de ma mère parce qu'il fallait jouer un rôle de garçon dans la famille. Donc, s'il y avait des moutons à égorger, j'égorge les moutons, je répare la maison, la plomberie, le sac de mil, le sac de riz. S'il faut pousser, je pousse, je dis à ma maman, non, I'm here, don't worry. Voilà, donc j'ai été élevé comme ça. Je suis parti en Union soviétique. Je m'étais dit que peut-être j'étais parmi les plus jeunes de l'école. J'étais toujours peut-être la première femme, la première fille, tout ça là. Mais ma tête, je ne savais pas que j'étais première. Je ne savais pas que la situation était dure ou compliquée. Je pense que biologiquement, peut-être qu'il y a des prédispositions génétiques chez chaque humain. J'ai été toujours prête à me battre. Et je ne voyais jamais les challenges devant moi. Peut-être les autres m'informaient des challenges et que j'ignorais toujours. Donc, j'ai été à Moscou. Quelques jours après, je suis partie en Ukraine, là où il y a la guerre aujourd'hui, malheureusement. J'ai vécu une année à Kharkov. Kharkov, c'est ma ville où j'ai appris le russe. Voilà, donc j'étais avec beaucoup d'étudiants internationaux de tous les pays du monde. Voilà, donc je me suis toujours battue à être parmi les meilleurs de l'école parce que pour moi, c'était un challenge personnel. Bon, après ça, je suis partie au Kazakhstan. Et le Kazakhstan, j'étais toujours la première noire dans le groupe, la première fille, mais je ne le savais pas parce que moi, je jouais au football. Je suis habituée à être indexée parmi les garçons toute ma vie. Donc, j'ai été élevée à être indexée, à être challenge, à être combattue. Donc, c'est comme ça. Je viens toujours prête. Voilà. Donc, aux États-Unis, la même chose. Je suis venue, je ne parlais pas anglais. J'étais venue avec ma maman qui était gravement malade, que je devais entretenir tous les jours. Je suis venue aux États-Unis en état de grossesse de 9 mois. J'ai accouché 3 jours après, ou bien 2 jours après. Voilà, donc j'ai été mariée depuis 19 ans, depuis l'Union soviétique. J'ai eu la chance d'avoir un mari responsable, comme on dit, caring and respectueux, qui comprend ma responsabilité dans ma famille, qui comprend mes challenges, et qui a connu ma famille. Donc, c'était important parce que nos 2 mères sont amies. Nos 2 grand-mères étaient amies. Mon grand-père était ami de sa grand-mère. Donc, on se connaît pendant des siècles. Donc, il connaît le challenge. Voilà, donc, aux États-Unis, la même chose. Je me suis dit que, peut-être les sœurs et les autres vont dire que c'était un challenge. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu le challenge devant moi. Et c'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie et c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Quand je suis optimiste de l'avenir du Mali, c'est parce qu'effectivement, je suis mentalement préparée, j'ai été toujours mentalement préparée pour faire face au challenge et pour être optimiste, et pour voir le côté positif de tout, pour aimer tout le monde, pour respecter tout le monde, pour voir tout dans un sens positif. Et je me dis que c'est une opportunité d'encourager la jeunesse, les femmes du monde, les femmes africaines, les femmes de tous les pays du monde, to try hard, to push it all the time, de ne pas se sous-estimer. De ne pas penser que tu es seul ou bien tu es devant une situation difficile. Il n'y a rien de difficile. Tout est facile dans la vie. Tout est positif. Tout le monde est bien. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Et c'est le concept de la vie. Peut-être que les gens vont dire qu'il ne faut pas être naïf, effectivement, mais il faut prendre tout positivement. Il n'y a pas de challenge dans la vie. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des opportunités.
il n'y a que des conditions, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, il y a toujours une situation qui peut sembler être négative ou bien challenge pour une personne que toi, tu peux voir différemment et profiter et apprendre de ces expériences. Donc, je sais qu'il y a des gens, parce que j'ai été toujours jugée d'être naïve, parce que, she always think everything is positive. Exactement, c'est comme ça que je pense. Et ça n'a pas changé. It's always positive, it's always good. C'est toujours positif, c'est toujours bien. Et le monde est un challenge. Quand tu as un match de football, tu kicks le ballon, tu tires, dur. Tu gagnes ou bien tu perds, tu continues. Maintenant, on ne pleurniche pas, on ne pleure pas, on ne se lamente pas. On accepte, on essaye de comprendre l'autre, on essaie d'être patient, on essaie de comprendre que l'autre n'est pas toi. Dans ton mariage, au boulot, à l'école, les autres ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas eu ton éducation, ils n'ont pas eu ta formation, ils ne sont pas biologiquement comme toi, ils sont différents. Et quand tu respectes cette différence, tu les comprends, tu les écoutes et tu peux vivre avec eux. Et en conclusion, c'est comme si tu es un médecin dans un hôpital. Tu as des malades, tu as des patients. Ton travail n'est pas de pleurer sur les patients. Ce n'est pas de les accuser de leur maladie, mais c'est de les soigner, d'accepter leurs caprices, de les écouter, afin qu'ils puissent guérir un jour et te remercier pour tout ce qu'ils t'ont fait ou bien ils t'ont apporté négativement ou positivement pendant ta lutte. Donc, it's all good. C'est toujours bien. Quand est toujours. À tête niche. Wow. Merci beaucoup, Dr. Cissé. Madame Sako? Oui. Alors, je rejoins les deux premières dames Cissé. Pareil, c'est... Il faut, faut lutter, il faut chercher, il faut s'insérer. Voilà, quand on arrive dans un pays, c'est vrai que c'est difficile, on n'a pas les codes, même si on part avec des a priori, sachant que pour elle, déjà, c'était compliqué parce que c'était des sociétés complètement différentes, des langues complètement différentes. Là, même en partant dans des endroits du monde où on se dit qu'on a comme langue commune au moins le français, il n'y aura pas cette barrière de langue-là. Mais il va y avoir les barrières de code de société. La société malienne, ce n'est pas la société française. Les habitudes à la malienne, ce n'est pas les habitudes. Voilà, ici, comment font les autres, comment est-ce qu'ils voient le monde, comment est-ce qu'ils appréhendent les choses. Il faut en fait acquérir tout ça. Acquérir tout ça, se l'approprier, essayer de décoder un peu la société, essayer de comprendre et de s'insérer nous-mêmes et de ne pas être des extraterrestres, parce que je me rappelle qu'au début, quand je venais d'arriver, la première fois, d'abord, je prends les premiers moments, je prends les transports avec mon mari un peu qui essaie de m'expliquer. Donc, quand on sait lire et qu'on connaît, donc, ce n'est pas trop compliqué. Il suffit de savoir où on va, d'où on vient, quels sont les moyens, et puis on suit les panneaux, tout est OK. Un jour, je pense que je partais à l'école, je rentre dans le métro, et là, du coup, je dis bonjour. Je dis bonjour, un simple bonjour. Personne ne me répond, personne ne me regarde. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on a l'habitude, nous Maliens, déjà, quand on rentre dans le Sotrama, dans le Dourouni, dans le taxi, on y se roma, c'est Somorong. Voilà, on se dit que peu importe où on va, le bonjour, la salutation, c'est la première des choses à faire. Surtout qu'il y avait des places, des gens au milieu de qui j'allais m'asseoir, avec qui j'allais être collé épaule à épaule. Quand même, le minimum, c'était de dire un bonjour. Mais après, on voit que voilà, il n'y a pas de réponse, ou encore on vous regarde, d'où est-ce qu'elle vient celle-là, d'où est-ce qu'elle débarque. Donc, voilà, on finit par le comprendre, on finit par être comme eux. Dès qu'on rentre, allez, tu te cherches ta petite place, s'il y en a, tu t'assois, s'il n'y en a pas, tu restes debout. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est ici encore que cette barrière de langue-là est éliminée d'entrée de jeu, mais même malgré ça, on a la langue française elle-même aussi qu'on s'approprie chez nous, qu'on s'approprie dans tous les pays d'Afrique, même tous ceux qui parlent français, on va avoir un même mot français qui n'a pas la même connotation, qui n'a pas le même sens selon le peuple, selon le lieu. Voilà. C'est comme quand on prend le français chez nos frères et sœurs ivoiriens, on l'apporte en France, certains Français vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là? Donc, c'est un peu ça. Même ça, il faut essayer de le comprendre parce que des fois, on veut exprimer une certaine pensée en le disant d'une certaine façon et qu'en face, la personne ne le perçoit pas comme nous, on voudrait qu'elle le comprenne. Donc ça se fait au fur et à mesure.
Mais ce n'est pas une barrière, ce n'est pas une barrière. Voilà, on ne se met pas de limite. Tant qu'on ne fréquente pas l'autre, tant qu'on n'échange pas, il n'y a pas de moyen, en fait, d'établir cette connexion-là qu'il faut. Quand on vient, c'est vrai qu'on doit s'adapter, on s'adapte, comme on dit, on s'intègre, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Ça ne veut pas dire s'oublier d'où on vient, ce qu'on a appris, les éducations qu'on a reçues. Voilà, il ne faut pas s'oublier tout simplement. Yeah, yeah. Vraiment, merci beaucoup à nos invités. Pour ma part, le moment le plus dur, je me rappelle quand je suis venue ici avec $300 et c'était un choix que j'avais fait parce que à un moment, mes parents s'étaient séparés et je me suis retrouvée, j'étais la seule qui travaillait. Et donc, je pense que je devais avoir 22, 23 ans et je me suis retrouvée à m'occuper de ma mère et de mes petits frères et sœurs, 4. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment, même au Mali, en fait, poussé à faire 3-4 travails, 3-4 boulots, ce qui n'est pas très courant pour une jeune femme malienne. Donc, je travaillais 6 jours sur 7. Quand je descendais du bureau à Fribon à 16 heures, je prenais le taxi pour aller à mon second boulot pour gérer le cybercafé. Et en parallèle aussi, j'avais mon propre business et tout. Donc, quand je suis arrivée ici, ça a été vraiment un choix que j'ai fait de vider mon compte bancaire et de laisser tout ce que j'avais à ma maman pour s'occuper de la famille. Et je lui ai dit, bon, écoutez, moi, je viens à l'aventure, donc je ne sais pas ce que demain sera fait. Et donc, ça fait que je me suis retrouvée à venir ici avec $300 sans aucun membre de famille. Je suis descendue chez une amie. Et au bout de 2 semaines, je me rends compte que la réalité est différente. En tant qu'étudiant international, le coût des classes, c'est presque le double que tu dois payer. Et ça devait être payé en l'espace de 1 mois. Et donc, me voilà en train de chercher du travail et Dr. Cissé le sait, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai marché dans les rues de Washington, D.C. en pleurant, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, tenez-vous bien, quand j'ai pris la décision de venir aux États-Unis, personne ne m'avait compris. Tout le monde pensait que j'étais folle parce que j'avais 27 ans. Et pour une Malienne, mais ça ne va pas chez toi. Normalement, toi, tu dois être mariée avec des enfants. Au lieu de penser au mariage, tu dis que tu vas aux États-Unis, tu vas à l'aventure. Je ne savais pas moi-même, mais je savais simplement que j'avais besoin de nouveaux challenges. And I gotta go. Mais je vous avoue que quand je suis arrivée, la réalité m'a vraiment frappée. Et ce jour-là, je ne vais pas oublier, j'ai marché pendant des heures dans les rues de DC en pleurant. Et si j'avais l'argent pour prendre le billet pour revenir au Mali, je l'aurais fait. Malheureusement, je n'avais plus que le billet aller. Donc, au bout de 3 heures de marche, de pleurer, je me suis dit, bon, écoute, ma fille, tu es dans de beaux draps, tu n'as pas l'argent pour repartir, donc tu vas te battre. Et le deuxième souvenir que j'ai, quand j'ai obtenu mon master, je voulais vraiment travailler pour les organismes internationaux. Et vu que je n'avais pas l'expérience dans ce domaine, il fallait que je fasse l'internship, qui est le stage. Et en général, les stages ne sont pas payés. Et je travaillais au magasin de chaussures européen. C'était des chaussures qui étaient vraiment chères et j'étais payée sur commission. C'est comme ça que j'arrivais à payer mon loyer et à vivre. En tant qu'étudiante, il y a eu des moments où je n'avais pas à manger. J'étais obligée de boire de l'eau chaude, de mettre de sucre et boire de l'eau chaude pour dormir. Donc, je me rappelle que maintenant, j'étais dans le dilemme entre faire le stage pendant 3 mois pour avoir cette expérience internationale. Mais si je le fais, je ne pourrais pas travailler au magasin de chaussures et gagner assez d'argent pour couvrir mon loyer. Et je me rappelle un ami américain qui était mon manager justement de la chaussure, du magasin de chaussures où je travaillais, qui me dit, mais un jour, il m'a trouvé au fond du magasin en train de pleurer parce que je ne savais pas comment j'allais faire. Et il me dit, mais il y a quoi, c'est quoi le problème? Quand je lui ai expliqué, il me dit, mais attends, tu sais, hein, moi, je peux te donner un tuyau. J'ai dit, ah, mais c'est vrai? Il dit, oui, si tu veux, je peux t'amener dans un coin de DC où les femmes dansent nues et tu peux te faire $3 000, $4 000 la nuit. Moi, ma petite soeur le fait. Yeah. Un noir américain, il me dit, sa petite soeur le fait et elle s'est offert une voiture, elle a l'appartement et tout. Je l'ai regardé, j'ai dit non, thank you. Et il me traite de stupide. I mean, pas dans le sens mauvais, parce que lui et moi, on est amis. Il dit, mais t'es bête, toi. Regarde le beau corps que tu as et tout. Tu n'as pas besoin de coucher avec eux. Tu viens simplement, tu danses nu. Non. J'ai galéré. Ça a été très, très dur.
Mais quand j'ai fini de faire ce stage, c'est comme ça que j'ai décroché mon premier boulot de fonctionnaire international. Donc, c'est pour dire que vous voyez aujourd'hui cette gloire qui est là et les gens pensent que on l'a eu simplement. Non, il y a eu un prix à payer. Il y a eu des moments de pleurs, il y a eu des moments de famine, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments aussi où on pouvait repartir chez nous, on serait reparti, mais on s'est accroché. Je tenais vraiment à le dire parce que pour les femmes qui sont toujours en train d'hésiter, qui sont toujours dans leur chaîne, qu'elles puissent se dire que non, c'est possible de le faire, mais il y a un prix à payer. Madame Sako, si vous devrez refaire quelque chose dans votre parcours de leader immigrante de la diaspora africaine, quelle sera-t-elle et pourquoi? Bon, comme je le disais, c'est au niveau de la formation. Hein, au niveau de la formation, dans un premier temps, quand on arrive, on n'a pas les clés, on n'a pas les bonnes informations. Donc, les personnes aussi qui nous renseignent mal. Je pense qu'il faut prendre quand même l'initiative. Si vraiment j'aurais pu faire quelque chose pour changer ça, dans un premier temps, ça aurait été de prendre l'initiative d'emmagasiner tous les renseignements possibles par moi-même. Essayer d'aller chercher bien comme il faut aux bons endroits pour ne pas avoir eu ces années ces années que j'aurais pu sauver, si je puis dire. Ce n'est pas une perte, hein. Comme le dit Dr Ramata, voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Au moins, moi, ça m'a servi à quelque chose, ça m'a servi à voir d'autres réalités qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui arrivent, que je peux leur dire. Parce que quand ils m'approchent pour dire « Ah, je veux faire ceci », je suis en capacité de leur dire pourquoi tu dois faire ceci et pourquoi tu ne dois pas aller dans tel chemin et encore où sont en fait les bonnes clés, où sont les bons endroits à regarder. Au moins, si je n'étais pas passée par là, aujourd'hui, je n'aurais pas été en mesure ni en capacité de leur dire et surtout pas motiver en fait le conseil que je leur donnerais. Donc, ce serait certainement pour ça, quand vous arrivez dans un endroit où tout vous est étranger, même si vous avez de la famille sur place, même si vous avez des connaissances à qui vous pouvez demander, prenez l'initiative vous-même aussi de rechercher et de voir ce que vous voulez, où vous voulez aller pour avoir en fait de bons chemins à suivre. Merci beaucoup, Madame Sako. Madame Aminata Sissé, vous êtes mute. Pour moi, c'est très simple. Pour moi, si je devrais refaire quelque chose, ce serait d'abord, après le bac, faire une année de volontariat, comme les Allemands le font ici, soit auprès d'une ONG ou bien dans une autre structure pour voir un peu qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je peux faire. Parce que beaucoup de jeunes, je ne parle pas de moi personnellement, je parle des jeunes en général. Si les jeunes avaient cette chance d'intégrer le milieu professionnel juste avant de commencer les études supérieures, je pense que beaucoup seraient dans des bonnes filières. Parce qu'il y en a qui commencent les études et au beau milieu, ils se disent, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais au lieu d'étudier, par exemple, la médecine, j'aurais été mieux, par exemple, en comptabilité. Et moi, s'il y avait quelque chose à refaire, ce serait dans ces domaines-là. Et moi, je pense qu'il y a encore une possibilité de donner une chance aux jeunes bacheliers venant d'Afrique. Il y a encore une chance de leur donner cette possibilité, je veux dire. Donc, au fait, c'est un appel que je fais au gouvernement africain en même temps. Voilà. Avant de donner la parole à Dr Sissé, je voudrais vraiment tirer sur une petite corde ici que Mme Sissé Aminata a touchée. Les jeunes qui s'engagent directement aux études supérieures sans l'expérience de travail. Je pense que dans le groupe Saramaya, le groupe de femmes dont Mme Sako est une des administratrices, j'ai vu un post il y a 2-3 jours sur un débat qui se faisait sur le fait que les jeunes à 18-19 ans n'ont pas d'expérience de travail au Mali et en Afrique et tout. Je suis désolée, je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique du débat, mais je vais en parler ici. Je crois que je vous ai lu mon biographie.
cette histoire de dire que les jeunes n'ont pas d'opportunité, spécialement au Mali, je vais vraiment parler de ça. Le Mali, le Niger, parce que j'ai fréquenté tous ces pays, pas vraiment le Burkina et le Sénégal, ces 3 pays en général. Les jeunes, je suis désolée, mais, et ça, je mets la faute vraiment sur les parents. Les enfants sont éduqués dans un sens où, pour moi, ils ne sont pas productifs. Parce que moi, dans ma conception, que j'ai travaillé à 19, j'ai commencé à travailler à 19 ans au Mali et j'avais 3-4 boulots. Non seulement j'avais du boulot, mais ça m'a permis de commencer mes actions humanitaires, aider les veuves et les orphelins au Mali. Et ça faisait que même à l'ENA, mes collègues, quand ils me demandaient de l'argent, je leur ai dit non, je ne te donne pas de l'argent. Je peux te trouver du travail comme enquêteur aussi. Tu sors sous le soleil pour aller chercher ton argent. Je ne vais pas te le donner. Et même mes 2 petits frères, je leur cherchais les marchés d'études. Donc, sincèrement, quand vous comparez aux enfants éduqués au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, la plupart de au Nigeria, ces enfants apprennent les petits commerces à côté de leurs parents dès le bas âge. Je suis ici aux États-Unis. Mon mari et moi, on a un couple nigérien. Le mari, il est directeur de finances dans une grande institution ici. La dame aussi, elle a son business. Ils ont une petite fille de 8 ans. La dame, son business, en fait, elle a un magasin africain. Quand la petite descend de l'école, elle vient avec son papa au magasin. Je vous assure, après qu'elle ait fini de faire son devoir, sa maman la met derrière la caisse. C'est elle qui reçoit les clients. Elle commence à vendre. Donc, la maman est déjà en train de lui inculquer le business. Elle n'a que 8 ans. Donc, sincèrement, ce sera un autre débat. Ce sera un autre débat. Je ne vais pas trop tirer sur ça, mais je voulais juste un peu parler de ça. Madame Dr Cissé, votre opinion justement sur si vous devez refaire quelque chose dans votre parcours de leader immigrante, quel sera-t-il? Moi, personnellement, je pense que, surtout aux États-Unis ici, je devais peut-être donner plus de temps à la formation des jeunes qui sont en Afrique. Je pense que je ne me suis pas investi assez à guider les jeunes, à les engager, à les former. Et toutes les vidéos que je fais généralement, je les fais peut-être en causant avec quelques jeunes. Mais, oh, tanti, oh my gosh, tanti, il faut faire une vidéo sur ça. J'ai dit, let me do it. Donc, les vidéos n'étaient pas même intentionnées en réalité. Même l'hymne national du Mali, d'un truc, c'est parce que en échangeant pendant mes réunions avec les jeunes disaient, oh, tanti, non, tanti, non. Il faut que tout le monde entende ce message. J'ai dit, OK, d'accord, non. La preuve est qu'après, peut-être ce truc, je vais faire une petite vidéo pour justement expliquer le leadership. Parce que j'ai vu pendant mon petit séjour au Mali que les jeunes étaient facilement irritables. C'est comme tout le monde se fâche très vite. Tout ce que tu dis, quelqu'un pense que tu parles de lui. Donc, je me suis dit que c'est important que j'explique aux jeunes comment être tough, quoi. Comme je l'ai dit, Tchèni Chao, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit qu'ils sont mentalement faibles. Ils ne peuvent pas prendre les challenges. Comme quand tu bouscules quelqu'un, la personne ne peut pas s'arrêter. They're not tough, Donc, je me suis dit que peut-être que je n'ai pas formé assez. Je n'ai pas pris mon temps et mon énergie. Peut-être à Atlanta, ici, appeler les jeunes, les mettre dans une salle. Voilà, how to be tough in life. You have to push button, Donc, moi, si je dois reprendre ma vie, j'aurais fait plus de vidéos, j'aurais donné plus de temps, j'aurais peut-être insisté plus à rendre fort les jeunes, à leur donner de la force mentale, à les guider, à les former plus. Et je pense qu'aujourd'hui, là où je suis, ce que je pense de ma vie, de ma mission sur Terre, en tant qu'enseignante, c'est justement d'enseigner, de guider, de former, mentalement, psychologiquement, moralement et scientifiquement pour que les gens comprennent qu'on ne change pas quelque chose facilement. Il faut travailler dur, il faut percer, il faut accepter les caprices, il faut accepter les critiques. Et peut-être que la leçon que je donne à la jeunesse, c'est quoi? Toutes les luttes dans lesquelles je me suis engagée, je suis venue mentalement prête. Je sais que je serai combattue, insultée, dénigrée, frappée,
mal comprise souvent. It's okay. I know it. It's okay. Et j'accepte les critiques. Je les prends positivement. Et je donne la permission à tout le monde, à tous les étudiants et tous les mentis que j'ai. Donnez-moi vos leçons de vie. Dites-moi en quoi j'ai fauté. Dites-moi mes erreurs. Corrigez-moi, je suis ouverte à cela. Ça ne me choque pas du tout. Je peux prendre les coups. I got a thick skin. I can take it. It's okay. You know? Donc, il faut que les jeunes comprennent que quand on est leader, c'est parce qu'on soutient, on supporte les caprices des autres. Les plaintes, on les accepte. Les pleurnichements, on les accepte. C'est comme ça la vie. You know? Et que les autres qui sont avec toi aient le même sentiment. Qu'ils sachent que tu seras critiqué, c'est normal, it's okay. You just gotta keep going. Il y a des gens qui ne te comprendront pas, comme c'était ton cas. Il y a des décisions que tu prendras où personne ne te comprendra. It's okay. Et tout le monde ne va pas te comprendre parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes expériences que toi, les mêmes éducations que toi. Ils n'ont pas eu la même formation que toi. Donc, c'est normal, ce n'est pas négatif. Et qu'on doit être fort de caractère. On doit respecter tout le monde, quelles que soient les difficultés. On doit aimer tout le monde parce que tout le monde n'a pas eu l'amour dans sa vie et on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. La haine est une absence d'amour. Ce n'est pas un acte physique en réalité. Ceux qui aiment ont été aimés. Ceux qui respectent ont été respectés. Donc, dans la formation, chacun doit se sentir valeureux. Dans vos relations humaines, toutes les personnes avec lesquelles vous vivez doivent se sentir considérées, respectées, aimées et valorisées à chaque moment de votre vie. Et si un jour vous devez quitter la terre, l'argent que vous avez eu, les jolis bonnets, ce ne serait pas le point de discussion. Combien de fois elle aimait tout le monde? Combien de fois elle partageait son amour? Le respect, elle le montrait à tout le monde. Son temps, elle le donnait à tout le monde. Donc, ce sont ces qualités qui resteront après toi. La maison, là, va aller tout. Donc, pour dire aux gens que ma vision de la vie, je la vis déjà. C'est comme je vis ce que je voulais vivre dans ma vie. Je pense comme je voulais penser. Et à chaque seconde, je veux m'améliorer. Donc, les critiques, les suggestions, les propositions, les attaques, you know, c'est la beauté de la vie. Sans ceci, on n'avance pas dans la vie. Donc, ça, c'était une petite vitamine, you know, pour la jeunesse. Merci beaucoup, Dr. Cissé. Je vais légèrement faire une petite, un summary, comme on dit, un résumé de tout ce que nous avons dit. Et nous sommes presque à la fin de notre... je vais... OK. Nous sommes, comme je dis, pratiquement vers la fin de notre discussion d'aujourd'hui, de notre talk show. Mais je vais faire un petit résumé sur les clés pour accéder au leadership en tant qu'immigrante de la diaspora africaine. Je pense que Mme Cissé Aminata a touché à cela tout à l'heure, le drive, qui est en fait ta motivation. Parce qu'en fait, en tant que, pour devenir leader, et Dr. Cissé et Mme Sako ont touché à cela aussi, personne d'autre ne peut te motiver plus que toi-même. Ça doit commencer par toi-même. Tu dois pouvoir être à mesure de pouvoir te parler toi-même. Comme Mme Cissé Aminata le disait, lorsqu'elle était découragée, elle se mettait devant le miroir et elle se parlait. Quand ça ne va pas, quand tu veux jeter l'éponge, tu dois pouvoir aller au-dedans de toi-même et te ressourcer, et te dire, et te parler à toi-même comme à un enfant. Relève-toi, peut-être que tu es tombé, mais relève-toi et keep on pushing, keep on going. L'audacité. Dr. Cissé a parlé de ça. Yes, we can. Un leader, et surtout en tant que femme dans un pays étranger, le seul moyen de pouvoir accéder à un certain niveau professionnel, d'éducation et tout, c'est l'audacité. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur et pouvoir se dire que je peux ouvrir cette porte-là. Si je suis persistante, si je sais ce que je veux, rien ne peut m'arrêter. Le mentoring, on a parlé de ça. Le Dr. Cissé vient de toucher un peu à ça. Notre jeunesse et surtout les femmes ont besoin de cela énormément.
Quand je parle de mentoring, je veux dire par là une personne que tu respectes, que tu admires. Tu peux aller vers cette personne en tant que femme immigrée et lui dire, je voudrais que tu me montres un peu comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là. Mais aussi, ça doit être à deux sens. Et je vais toucher à ça tout à l'heure. Comme à titre de rappel, je l'ai dit, le talk show d'aujourd'hui est cru et ça va blesser certaines, mais je crois que c'est nécessaire parce que les paroles que je vais dire tout à l'heure, ça, c'est maintenant la femme servante de Dieu qui va parler ici. Certains comportements que j'ai constatés avec nous, les femmes, qui nous détruisent nous-mêmes. Et je vais y toucher tout à l'heure. Donc, quand je parle de mentoring, si une sœur vient vers toi, je pense que Mme Sako a parlé de ça. Par exemple, une femme qui vient juste d'immigrer en France, qui s'approche d'elle, être honnête, être ouverte, ne pas leur cacher la vérité. Et ça, c'est très important entre nous les femmes, parce que nous avons tendance à beaucoup faire semblant. Nous avons tendance à beaucoup cacher la vérité. Nous avons tendance à nous dire que non, si moi j'ai souffert, elle aussi, elle n'a qu'à souffrir. Il est temps que nous changeons cette mentalité. Et cela m'amène aussi au fait de célébrer et encourager les autres femmes. Quand tu vois une autre femme qui est leader dans son domaine, qui réussit ce qu'elle fait, sois le genre qui encourage. Sois le genre qui encourage. Je vais revenir légèrement à l'audacité. Tout à l'heure, je disais que les trois invités d'aujourd'hui, je ne les connais pas. Comment est-ce que je suis arrivée à faire cette connexion? Par l'audacité. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message d'un ami au Niger, un ami nigérien du Niger que je n'ai pas vu, ça fait plus de 25 ans, qui m'a envoyé un messenger pour me dire que tonton tel est décédé au Mali, à Kati. Ça m'a étonnée parce que je me suis dit que lui, il est au Niger. Comment se fait-il que c'est lui qui m'annonce le décès d'un oncle pendant que ma famille ne m'a pas appelé? Donc, avant de donner l'alerte à ma famille, je suis allée sur le site, sur la page Facebook du fils de ce tonton. Et effectivement, j'ai vu la photo de l'oncle qui est décédé. Mais je suis déjà très curieuse. J'ai commencé à feuilleter la page de cet ami et je suis tombée sur un post de Dr Cissé, qui est une des invitées du jour, Dr Ramata Cissé. Le post était tellement pertinent que je me suis dit, attends, je vais cliquer sur son post pour voir qui c'est. Je clique, je commence à lire et je me dis, waouh, je dois l'inviter sur le talk show. Maintenant, je me dis, comment est-ce que je vais me connecter avec elle? Je ne la connais pas. Je lui ai écrit en privé et je lui ai envoyé une demande d'amitié. Je n'ai pas de réponse. Au bout de 2 jours, je prie et je me réveille, je dis, OK, va sur sa page et cherche maintenant un ou une amie commune à vous deux. Cela m'amène maintenant à Soumaïla, à Koulibaly, qui vit au Canada, que je ne connais pas si on est amis virtuels. Mais cela ne m'a pas freiné. Je lui ai écrit et je me suis présentée pour lui dire, je voudrais que tu me mettes en contact avec Dr Cissé Ramata pour mon talk show. Il me dit, bon, avant de le faire, je voudrais voir le travail que tu fais. Je lui ai envoyé certains de mes talk shows. Il regarde, il m'appelle en même temps, il dit, I'm in. Ton travail est professionnel. Et c'est là où je vais en venir pour parler aux femmes. Tout à l'heure, Mme Sako bougeait la tête quand Dr Cissé parlait du fait que les jeunes n'aiment pas les critiques. Elle a fait certaines vidéos par rapport à ça. Les femmes commerçantes, les femmes entrepreneurs. Dès que tu critiques leur service, ça tourne au vinaigre. Oh, tu es jalouse, tu es ceci et cela. Elles ne veulent pas prendre les critiques constructives. Et donc, ce jour-là, quand Soumaïla Sissoko m'a dit, ton travail est très bon, non seulement je vais te donner le contact de Dr Cissé, mais je vais aussi te mettre en contact avec d'autres femmes leaders dans d'autres pays, notamment Mme Cissé Aminata. Et il m'a donné aussi d'autres contacts. Mais Mme Sako, elle aussi, c'est la même chose. Je l'ai connue à travers, il y a quelques mois, je voulais faire un talk show et j'ai vu un mouvement, justement, La vie est sacrée, et j'ai appelé… Docteur Diakité. Non, Dr Diakité, je ne la connais pas aussi. C'est ça qui… Yeah, je ne la connais pas. Là, je me suis dit, OK, qui est-ce qu'au Mali je peux contacter? Et là, j'ai contacté la journaliste Mimi Konaté.
Est-ce que tu connais celle qui est derrière ce mouvement? Dr. Diakité, donne-moi son numéro. Elle me dit, mais au fait, elle est aux États-Unis comme toi. C'est comme ça que j'ai fait la connexion avec Dr. Diakité. Et de fil en aiguille, elle m'a mis avec le groupe Salamaya des femmes et j'ai commencé à voir les vidéos de Mme Sako et je me suis dit, elle doit faire... C'est juste pour vous montrer que l'audacité, mes précieuses femmes de valeur, rien dans la vie ne va te venir sur un plateau d'argent. Et c'est quelque chose que je dis à mon petit garçon depuis qu'il a 2 ans. Quand il fait quelque chose et il pleure, je lui dis non, je ne tolère pas les pleurs, mon bébé. Tu sais pourquoi? Parce que maman ne sera pas toujours là pour toi. La vie ne va rien te donner sur un plateau d'argent. You gotta think. Tu dois chercher des solutions. C'est vrai que tu es un bébé. Hein? Il est en train de jouer au Lego et quand il n'arrive pas à le faire, il se met à pleurer. Je dis non, tu ne vas pas pleurer, mon bébé. Si tu as un problème, Dieu t'a donné un cerveau. Tu peux prier. Que le Seigneur t'aide. Je l'ai appris la prière. Quand il a des problèmes, prie pour que Dieu te donne des solutions. Et il va te donner des solutions. Tu vas essayer. Si tu es bloqué, demande de l'aide à papa ou maman. Si ça ne va pas, eux aussi vont demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour t'aider. Mais tu ne t'assois pas pour pleurer. Donc, je reviens maintenant au point numéro 5. La responsabilité qui est la comptabilité. Très important. Dr. Cissé vient de parler de ça. Lorsque d'autres personnes qui ont été des pionniers sur des dévanciers te donnent des conseils, apprends à accepter les critiques. Non seulement accepter les critiques, mais toi-même, sois proactif, comme disent les Américains, c'est-à-dire prends de l'avant et demande même aux gens si je suis en train de mal me comporter. Dr. Cissé vient de le dire. Ou elle demande à la jeunesse, dis-moi où j'ai fauté. Très, très important. Et enfin, le dernier point, s'entraider, mes précieuses femmes de valeur, s'entraider et non se déchirer ou saboter les unes et les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois une sœur leader qui entreprend quelque chose. Au lieu de l'aider, tu cherches soit à copier ce qu'elle veut faire. Et là, je vais parler, vous voyez, ce sera un autre talk show sur ça. Je l'ai fait en anglais, mais je vais faire ça en français sur la raison pour laquelle tu es créé, Dieu t'a créé sur cette terre. Chacune de nous est venue avec un trésor au sein de nous. Dieu t'a créé en tant qu'original. Et donc, en passant ton temps à vouloir copier ce qu'une autre fait, tu vis dans l'ombre. Tu deviens une photocopie, alors que tu es censé être une originale. Donc, sincèrement, entre femmes, que nous arrêtons cette lutte interne. Et là, je vais vraiment bifurquer légèrement pour faire une analogie de ce qui se passe aujourd'hui mondialement. La guerre qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup prié ces derniers temps. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit à comprendre une chose. C'est comme si, en fait, c'était un rappel pour nous, les Africains. Je pense que Dr. Cissé a été dans un de ses postes, ou avec nos soldats qui sont morts il y a quelques jours. Quels sont les journaux internationaux qui parlent des morts des soldats maliens? Personne. Avec cette guerre en Ukraine, même pendant la guerre, nous voyons le racisme qui s'est fait contre les Noirs là-bas. Qu'est-ce que cela doit faire à nous? Nous interpeller. Que nous, les Noirs, nous arrêtons de nous saboter les uns les autres. Que nous apprenons à venir ensemble. Que nous apprenons à parler un même langage. Le langage de l'union qui fait la force. Le langage de l'union qui fait la force. Et donc, sincèrement, c'est le dernier mot que je voulais dire ici pour vraiment faire comprendre aux uns ou aux autres que oui, cela peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Je voudrais pouvoir donner la parole finalement à nos invités pour leur dernier conseil ou leur dernier mot avant que nous nous disions au revoir aujourd'hui. Je voudrais demander à commencer par Madame Sako. Quel sera votre dernier mot pour aujourd'hui? Mon dernier mot. Alors déjà, sachant qu'on est le 8 mars et que cette journée est dédiée à la lutte pour nos droits, mon dernier mot irait plutôt dans un souhait
le souhait que voilà, qu'il y ait des jours meilleurs pour nous les femmes, qu'il y ait un moment où on puisse se sentir en sécurité partout dans le monde, qu'on puisse se sentir respecté et aimé, et surtout que nous-mêmes déjà de prime abord, qu'on se donne des moyens d'y arriver et qu'on ne confie pas ça à autrui, donner cette charge-là à quelqu'un d'autre. Soyons proactifs, prenons le devant pour que les autres, tous nos compagnons dans nos vies, les autres membres de nos familles puissent aussi nous suivre et nous soutenir dans ce chemin-là. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sako. Madame Aminata Cissé, votre dernier mot, s'il vous plaît. D'abord, bonne fête je dirais bonne fête de la lutte, de la libération des femmes et bonne fête des droits de la femme. Et moi, je dirais aux femmes, célébrons cette journée, mais pas en nous disant contre les hommes, mais en se disant que nous luttons pour la promotion de nos droits, mais nous ne luttons pas contre les hommes. Le féminisme, ce n'est pas être contre les hommes ou être contre les hommes. C'est chercher à promouvoir nos droits et à aller d'égal en égal avec les hommes. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Madame Aminata Cissé. Docteur Cissé? Oui, mon dernier mot, c'est quoi? C'est que Madame Merci Djenabou Boiré, je voudrais, à mon nom propre, au nom de toutes les femmes du monde, au nom de la jeunesse malienne, d'abord te remercier infiniment pour cette initiative et te féliciter pour ton courage, ta détermination, ton audacité. Et ça me donne de l'espoir, et encore, ça m'encourage à continuer à vous inspirer, à vous galvaniser, parce que c'est un devoir moral pour moi de le faire, et que chaque publication que je fais puisse être une force pour vous, de vous encourager à aller dans ce sens. Donc, cette initiative de chercher à voir des gens, de les interviewer, de les introduire les unes aux autres, parce que moi, je ne connaissais pas Aminata Cissé, je ne connaissais pas Meggy. Meggy, je pense que j'ai entendu parler d'elle. Je pense que je te connais quelque part, je ne me rappelle pas. Eh bien Yes. docteur Cissé, je suis tout ce que vous faites. Je dis, celle-là, ça c'est la femme à suivre. Votre séjour à Bamako, alors là, j'ai adoré. Toutes les sorties, les actions menées. Ah là là là. Ça... You know what? C'est pour vous que je le fais, parce que je sens au fond de mon âme que mes actions sont posées pour inspirer une nouvelle génération de Maliens. Et je sens les réponses, je vois les réponses. You know, donc, ça m'encourage chaque matin quand je me lève. Comme je vous le dis, je le répète, c'est pour vous que je vis, au fait. Ma raison même de vivre, c'est vous. You know, chaque acte que je pose, chaque mot que je place, chaque patience que je garde, chaque persévérance que je poursuis, c'est parce que je me dis, il y a des jeunes et des femmes, comme on dit, qui look up to me, qui me regardent, qui me suivent, pour lesquels je dois beaucoup. You know? Et je suis très consciente de cela, très, très consciente, et je le fais constamment, couramment et consciencieusement. Voilà. Donc, c'est un objectif que je me suis fixé. Et franchement, je suis très, très reconnaissante par vos actions personnelles, individuellement et collectivement, parce que je me dis que je vois le résultat de ma pensée, les résultats de mes actions, parce que je vois en vous ce que je voulais voir au Mali, au fait. Donc, c'est comme si j'ai formé des étudiants qui ont graduate, obviously. C'est ce que je sens au fond de mon âme. Donc, I know. It makes me happy. Donc, ça me rend réconforté. I know. I feel so blessed. Je me sens très bénie de vous voir. C'est comme si tu plantes un arbre et que tu vois les fruits. Donc, vous êtes exactement le fruit que je cherche. Donc, en ayant ce fruit et en mangeant ce fruit, en jouissant de ce fruit et en grandissant, donc ça m'agrandit moi-même, ça m'encourage, ça me pousse à travailler dur parce que je me dis, there's something about this. Donc, franchement, moi, c'est pour vous féliciter, vous et vos semblables à travers le monde. Et que vous sachiez qu'il y a un pays qui s'appelle le Mali, il y a un continent qui s'appelle l'Afrique et un monde
qui comptent sur vous, qui vous regardent, qui dépendent de vous, que vous devez guider, aimer, engager, nourrir. La même chose que mon petit mari de 5 ans dépend de toi. Il y a toute une génération qui dépend de vous, qui vous regarde, qui vous suit, qui est là pour vous écouter, pour être guidé aussi. Quand vous tombez, ils tomberont. Quand vous vous trompez, ils se tromperont. Quand vous faites des fautes, ils feront ces fautes. Donc, faites tout pour vous comporter de sorte que vous soyez leur fierté. Vous soyez un mentor pour eux et que vous soyez là pour eux, pour les guider. Et que vous comprenez aussi que nous avons des prédispositions biologiques différentes. Tout le monde n'est pas né de la même façon. Tout le monde n'est pas fort. Et que les plus faibles ont besoin de vous. Et que vous sachiez que tout le monde ne peut pas chercher l'information. Parce que pour chercher, il faut savoir où chercher, comment chercher. Il y a des gens qui ne savent pas comment chercher, qui ne savent pas qui demander, où demander. Donc, quand quelqu'un est assis, la personne entend, il faut chercher, like, how? I don't know how to chercher. Donc, prenez votre temps pour guider les gens à même chercher les informations, pour les trouver. Donc, voilà, c'était moi, une journée très spéciale pour moi, de féliciter toutes les femmes du Mali, toutes les femmes de l'Afrique, toutes les femmes du monde. Une très bonne fête de 8 mars. Ce n'est pas une journée qu'on célèbre, c'est une vie qu'on célèbre. La femme, c'est la vie, la femme, c'est la maison, la femme, c'est la pensée. Encore une fois, mes applaudissements à vous, mes respects à vous, mon amour et tout ce que je dois à l'humanité à vous. OK? Love you guys very much. Je vous aime bien. Merci beaucoup, Madame Cissé, Dr. Cissé. Vous savez, vous m'avez vraiment touchée parce que quand je vous ai contacté, ce sera presque ma dernière parole ici. Vous n'avez pas regardé le fait que, effectivement, mon ONG est nouvelle, mais je fais ces actions-là depuis plus de 25 ans. Mais vu mes multiples chapeaux, je me suis dit, bon, écoute, ça te prend beaucoup de temps de faire le 101. Donc, pourquoi ne pas venir? Et sincèrement, ce n'était pas moi-même, c'était vraiment une instruction que Dieu m'a donnée quand je dormais. Je me suis réveillée, le nom de l'organisation, ce n'est pas moi-même. J'ai mon iPad à côté du lit. Des fois, je me réveille à 2h, 3h quand il me donne les rêves et j'écris. Et donc, quand je me suis réveillée, je me suis dit, pour ne pas oublier ce que Dieu me révélait, qui était de pouvoir toucher plus de femmes dans tous les continents. Donc, établir l'ONG et fait beaucoup les talk shows, mais l'ONG ne fait pas que les talk shows. Nous sommes aussi dans le mentorship, le conseil d'image pour les femmes et tout, et aussi l'humanitaire. Et c'est dans ce sens-là, comme je disais, Dr. Cissé, vous n'avez pas regardé le fait que l'ONG est nouvelle parce que j'ai eu certaines femmes que j'ai approchées et ça revient un peu à ce que je disais, de nous entraîner les unes et les autres. Et ce que vous avez fait pour moi, je tiens à vous le dire parce que moi, je crois fermement au fait que la roue tourne. Quand une personne t'aide, ce n'est pas pour que tu bénéficies de cela. C'est pour que tu puisses t'expandre et demain te retourner pour aider ceux qui sont derrière. Yes. Ça a été toujours ma philosophie. Et donc, certaines d'autres femmes que j'ai contactées, quand elles ont vu mon plateforme, oh non, elle n'a pas beaucoup d'abonnés et tout, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas regardé cela. Et je tiens à vous dire que ça m'a touchée et ça me donne la motivation de me rappeler un jour quand il y aura une jeune sœur qui va m'approcher pour que je puisse me rappeler ce que vous avez fait. Et comme je l'ai dit, l'ONG Leadership Excellence pour femmes par femme, c'est aussi l'humanitaire. C'est aussi se focaliser sur l'éducation des jeunes filles. Nous avons l'honneur de pouvoir faire un don de 150 000 CFA à votre ONG, Gourma Himi. Donc, je vous verrai tout à l'heure après le talk show pour faire le don. Et ensuite, je tiens vraiment à remercier notre frère Soumaïla Sissoko, qui a été vraiment Koulibaly, qui a été vraiment instrumental avec toutes ces connexions. Et à tous ceux qui nous regardent, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et nous vous reviendrons bientôt le mois prochain, si Dieu le veut, avec un autre talk show, justement, comme Madame Dr. Cissé le disait, quelque chose que j'ai vraiment constaté au niveau de la diaspora africaine. La thématique sera sur la diaspora africaine et le dilemme de rentrer travailler au bercail. Problématiques et solutions. Et nous aurons l'honneur par rapport à cela d'avoir des leaders qui ont traversé ces problèmes et qui pourront nous édifier. Et moi-même, en tant qu'experte en relations, en ressources humaines
et qui a travaillé aussi en tant que fonctionnaire international, je pourrais vraiment vous montrer le cheminement à passer pour pouvoir rentrer au pays sans avoir peur. Parce qu'en fait, c'est la peur qui fait que beaucoup de cerveaux africains ne veulent pas rentrer. Donc, nous toucherons à cela le mois prochain par la grâce de Dieu. Je tiens vraiment à vous dire merci, Madame Cissé Aminata, Madame Megui Sako et Dr Cissé Ramata. Sincèrement, merci du fond du cœur pour votre temps et bonne fête je ne dirais pas de la femme, mais bonne fête de l'expansion de l'humanité à travers nos actions. Merci encore à vous toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.